Expert Game Award, le trophée on le veut. Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Et aujourd'hui nous allons parler de Pax Hispanica, un jeu de Fée les clones édité par Ion Game Design, en VO pour l'instant, uniquement en VO. Et on se retrouve ainsi avec un nouveau Pax. Et qui dit Pax, bien souvent, dit des règles pas toujours très faciles. Et c'est tout à fait le cas, ce qui fait que je ne peux que vous conseiller de regarder d'abord cette vidéo avant de vous lancer dans la lecture des règles. On se retrouve dans ce Pax Hispanica dans les Caraïbes. On a une carte principale ici, les cartes des Caraïbes, qui est divisée en zones de mer. Donc il y a toutes des petites zones avec des pointillés qui représentent des zones de mer. Et on a des zones de terre avec des couleurs qui sont très proches, mais qui permettent de délimiter une zone de terre complète. Parfois, une zone de terre comme ici se trouve sur deux zones de mer différentes. Ça va avoir de l'impact au niveau du jeu. Dans Pax Hispanica, eh bien, les Espagnols sont déjà présents dans la zone des Caraïbes et ce sont des colonies qui sont déjà présentes à eux. On a donc des colonies espagnoles et les autres joueurs vont jouer les Français, les Anglais, les Néerlandais qui vont venir s'installer. Eux, ils n'ont rien sur la carte et ils vont pouvoir uniquement s'installer sur des zones qui sont libres, donc des petits ronds avec des pointillés sur lesquels eux pourront s'installer, mettre leur propre colonie. Ça a un grand impact dans le jeu parce que le jeu est asymétrique ainsi, dans le sens où les Espagnols, comme ils sont déjà présents, eux, ils ont déjà retiré toute leur colonie de leur colonie ici. Tandis qu'un autre joueur, ici les Néerlandais, eux, ils n'ont mis encore aucune colonie, donc ça va avoir un impact dans le jeu. J'ai fait une mise en place ici pour 5 joueurs, ce qui veut dire qu'on a 5 sous départ, 1 sou par joueur. Si jamais vous n'êtes pas au moins 4, ne jouez pas avec l'espagnol, laissez l'espagnol neutre, c'est-à-dire qu'il sera placé sous la carte ainsi, mais c'est mieux, c'est conseillé de ne pas jouer avec. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment au début du jeu, un objectif des autres joueurs, en fait, c'est de détruire les colonies espagnoles pour descendre un petit peu son pouvoir et revenir en fait au même niveau que les autres joueurs. Après, on va un petit peu se mettre sur la tête l'un contre l'autre. Vous voyez que sur la carte ici, il y a plein de petits bonhommes blancs. Les petits bonhommes blancs, ce sont soit des indigènes, ils vont être alors dans des tribus, ce sont les petites zones qui sont rectangulaires ici, ça c'est un indigène. Par contre, quand un indigène est kidnappé dans sa tribu, on va parler vraiment de kidnapping par rapport à ça, pour être emmené dans une colonie, ça c'est un bonhomme blanc dans une colonie, ça devient un esclave. Donc il y a deux types de conditions aux bonhommes blancs ici. Donc les indigènes quand ils sont chez eux, quand ils sont sur une de leurs tribus, et sont des esclaves quand ils deviennent des travailleurs dans une colonie. Et c'est important, on a besoin de travailleurs dans une colonie. On va aussi pouvoir avoir des citoyens. Un citoyen, ce sera un bonhomme de couleur qui travaillera par exemple dans une colonie, ce sera alors un citoyen. Ce qui veut dire qu'il est attaché à une couleur, attaché à un pays, à un drapeau, et donc c'est un petit peu différent dans le jeu. C'est important de voir les différences entre les citoyens, les esclaves et les indigènes, parce que dans le jeu, ça a un gros impact. À côté de cette grande carte ici, on a donc un plateau joueur où on a une colonne avec toutes nos colonies disponibles qu'on va reprendre du haut vers le bas, une colonne avec des missions, ce qu'on appelle des visitas ici dans le jeu quand on les installe, qui vont pouvoir devenir des cathédrales éventuellement. Et ces deux colonnes-ci vont avoir une importance dans le jeu parce que ici, c'est ce qu'on appelle le swing, c'est donc la taille limite de ma main au nombre de cartes. Pour l'instant, j'ai 2 cartes, mais j'ai un maximum de 1 ici. Et ça va donc limiter aussi le nombre d'actions que je vais faire par carte. On verra que les cartes ont des actions et le nombre d'actions que je peux faire par carte aujourd'hui est limité à 1. Attention, une deuxième limite existe. Il y a ici un dé, ce qu'on appelle le dé de mercantilisme. Eh bien, la valeur maximum que l'on peut faire, ce sera la plus petite entre la valeur de mon plateau et la valeur du dé mercantilisme. Ce qui veut dire qu'ici, pour l'instant, l'espagnol est à 3, une valeur de 3. Il peut faire 3 actions, avoir 3 cartes en main à la fin du tour. Si le dé changeait à 2, même s'il est à 3, sa limite serait alors de 2 au niveau de la valeur mercantilisme pour son souhait. Vous avez ici une zone Reach qui va aussi augmenter au fur et à mesure du temps, et là je peux aller jusqu'à 4 tout au fond, je vois, qui va me permettre de tirer des cartes supplémentaires quand je suis dans une profession, on y viendra plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que ces deux zones-ci sont limitées par la valeur de mercantilisme. On a à côté de ça ici un plateau qui représente le plateau de notre profession. Et cette profession, elle est tirée dans 4 zones, le royaliste, le boucanier, le missionnaire et le coloniste. Et ça, c'est super important parce que ça va définir plein de choses dans le jeu, dont une condition de victoire qui va permettre de mettre fin au jeu sans aller au bout de toutes les étapes ici, qui serait un jeu normal. On va beaucoup bouger ici, on va prendre des cartes qui sont sur le côté.
Et puis vous avez ici une pierre de rosette. Alors la pierre de rosette, c'est vraiment nécessaire ici parce que vous avez énormément d'icônes qui vont apparaître sur les cartes. On voit ici sur les cartes, il y a plein d'icônes présentes. Et bien pour savoir ce qu'elles veulent dire, comme c'est pas ce qui est le plus fluide et le plus visé par Ion Game et fait les clones, ben vous avez vraiment besoin de ceci pour aller comprendre un petit peu ce que veut dire chaque symbole et puis surtout aller voir ce que l'on va faire dans les combats, dans tout ça. Donc je vous conseille, parce qu'il n'y en a qu'une seule copie dans le jeu, c'est que dès que vous l'avez, ou plutôt possible, faites-en des impressions pour tous les joueurs pour que chacun puisse l'avoir à côté de lui. C'est beaucoup plus clair de l'avoir ainsi à disposition. Voilà, ça c'est pour un petit peu le tour du plateau de jeu. Maintenant, on va un petit peu rentrer dans tout ce qui sont les actions au départ. Au départ, je vous ai dit, on a une pièce par nombre de joueurs, 5 pièces pour 5 joueurs ici. On a 2 cartes qui sont even, des cartes even, donc des cartes de port ici sur le plateau de jeu. Ça représente les noms qu'on va retrouver ici. Donc moi j'ai All Providence par exemple et j'ai Triss Island. Triss Island c'est ici, c'est cette zone de mer-ci, même si c'est un endroit spécifique de la zone. Et j'ai All Providence qui se retrouve ici, c'est toute cette zone de mer-ci. Donc je vais pouvoir les utiliser par rapport aux symboles, aux lieux qu'il y a. Je vais aussi pouvoir les utiliser par rapport aux icônes et on reviendra à ces fameuses icônes de la pierre de rosette plus tard. Je commence avec 2 cartes, comme j'ai dit tout à l'heure, je pourrais en garder qu'une à un moment ou l'autre de mon jeu dans les différentes étapes. Venons-en maintenant aux différentes étapes. On a ici une ligne du temps avec un marqueur qui va avancer, qui va faire le contour. Alors il faut savoir qu'une manche est divisée en 4 années. 4 années qui sont 4 étapes d'action, d'activité qu'on va pouvoir faire. À chaque fois, c'est une étape Goods où on va gérer l'ordre du tour, les biens, la vie dans la zone. Une zone d'action où on va acheter les cartes qui se trouvent ici. Une zone où on va jouer les cartes en main et c'est là-bas qu'on va regarder si on a encore à la fin de son tour le nombre de cartes nécessaires maximum par rapport au swing. Et puis une zone de navigation, de sail, où on va prendre ces bateaux que l'on pourrait avoir dans le jeu pour les déplacer, faire des actions. Et puis on recommence. Goods, auctions, play, sell, goods, auctions, play, sells. C'est tout ce temps ça. Donc en fait, on a réellement de là à là 13 manches qui vont définir les différentes étapes. Et chaque manche est divisée en 4 parties, 4 points spécifiques de développement. Alors, il y a aussi autre chose dans cette ligne du temps parce qu'il va y avoir des effets. Dans chaque manche, il peut y avoir une activité spécifique. Il se passe quelque chose dans la manche. Ensuite, en dessous de chaque zone, on voit des différentes étapes du jeu. On a des étapes de guerre, ici en noir, la guerre anglo-espagnole. Ici, on a une grande zone de paix et puis on a la guerre de 30 ans qui va commencer jusque-là et la paix tout à la fin. Ça, c'est important aussi, ça va définir des actions, des possibilités dans le jeu. Si on est en guerre ou si on n'est pas en guerre, ça va modifier les capacités de vos bateaux, ça va modifier le calcul de l'ordre du tour. Donc, c'est important de savoir où on se trouve dans le jeu. Et donc, la partie commence. On va commencer par l'action Goods au début. On retrouve ici les actions qu'il y a à faire. La première chose en Goods, on va définir l'ordre du tour. Alors, la première manche, l'ordre du tour est défini comme ça, donc ça ne sert à rien de regarder pour le modifier, il va être comme ça. Mais dès qu'on sera ici, on va vérifier est-ce que l'ordre du tour a changé. Du coup, comment est-ce qu'on calcule l'ordre du tour? Eh bien, l'ordre du tour, c'est lié à 2 choses. La première, c'est votre positionnement ici, sur le plateau du travail, et votre proximité avec la royauté ou avec la chrétienté, pour définir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Ça va définir selon la zone où on est. Quand on est en guerre, ce qui va se passer, ce sera le plus vertueux qui va être premier joueur. Quand on est en paix, ce sera le plus loyal qui va être premier joueur. C'est quoi vertueux, loyal? Chaque zone ici est associée à quelque chose. Là, c'est le vertueux, c'est tout ce qui est missionnaire. Là, c'est le loyal, c'est tout ce qui est lié à la royauté. L'opposé du vertueux, c'est le pirate, c'est le moins vertueux. L'opposé du loyal, c'est le colon, c'est le moins loyal. Et donc, on a une notion de plus ou de moins vertueux, plus ou de moins loyal, et c'est notre position ici qui va le définir. Qui est le plus vertueux ici? C'est celui qui est le plus proche si on faisait des lignes ainsi sur mon plateau de jeu. Ce plateau de jeu-ci, il a toute une série de positionnements. Donc il y a des cases, hop, je vais tout retirer une fois pour vous montrer tout ça. Il a des cases grises, il a des cases noires. Les cases grises, c'est quand on est dans une profession. Quelqu'un qui se trouverait ici, eh bien, il est en profession, donc il est en train d'apprendre le métier. Il a un métier qui est un métier qui le mène vers le missionnaire. Ce n'est pas une position, c'est juste un grade, une manière de travailler. Et ça, c'est lui qui est le plus proche de la zone du plus vertueux. C'est donc lui le plus vertueux ici. Quelqu'un qui se trouverait ici, donc
je me retrouve dans une ligne ici différente, c'est le moins vertueux parce que c'est le plus proche de l'autre côté du paquet. Donc c'est ici la ligne la plus proche où je retrouve quelqu'un. Si quelqu'un d'autre était présent, imaginons que le bleu soit présent ici sur une case de profession. Là, ce n'est pas une case de profession, c'est une case noire avec un petit marqueur pour le départ du jeu. Une case de profession, on se retrouve tous les deux sur la même ligne. Le premier, les plus proches du bucanier, donc le moins vertueux. Qui des deux est le moins vertueux? Eh bien, c'est celui qui a la priorité dans l'ordre du tour. L'ordre du tour est ici. Entre rouge et bleu, celui qui est meilleur classé dans l'ordre du tour, c'est rouge. Donc, celui des deux qui est le moins vertueux, c'est rouge. Si tout le monde était sur une même ligne, alors je vais devoir les remettre debout parce que ça ne va pas être possible. Voilà. Par exemple, comme ceci. Tout le monde est sur une même ligne. Ce qui se passe, c'est que le plus vertueux, ce serait qui? Eh bien, ce serait à la même ligne quelqu'un, donc le meilleur dans l'ordre du tour, ce serait le mauve, ce serait l'espagnol. Mais le moins vertueux, si c'est toujours dans la même ligne en partant par l'arrière, c'est toujours l'espagnol. Donc, il est possible qu'une même personne soit à la fois le plus et le moins de quelque chose si tout le monde est en ligne. Par contre, le plus noble, ce serait l'orange et le moins noble, ce serait le rouge. Voilà, ça c'est le principe ici qu'on va définir. Le plus ou le moins de quelque chose aura un impact sur certaines cartes qui nécessitent d'être le plus ou le moins de quelque chose à un instant T du jeu. Mais revenons un petit peu à notre plateau. Donc j'ai dit qu'il y avait des zones où on était en profession quand on est dans les zones grises. Dans les zones noires, c'est une zone de débauche. C'est une zone où on ne sait pas encore ce qu'on va faire de sa vie. Et donc on est sans profession. C'est ce qu'on appelle le callow en anglais, donc le terme qu'on va retrouver, qui est ici au milieu et qu'on va retrouver dans la pierre de Rosette, c'est callow. Ça, c'est donc sans profession, ce vide débauche de manière globale. Quand on est ici, certaines actions sont nécessaires d'être présents en débauche pour le faire. C'est le cas de toutes les cartes even et de tous les symboles qui seront ici. Pour les jouer, on est obligé d'être dans une zone noire ainsi, sans encore une profession. Voilà, j'ai replacé un petit bonhomme ainsi. Et donc la première chose à voir, l'ordre du tour. Est-ce que je suis pour l'instant en zone de guerre? En zone de guerre, c'est le plus vertueux. Et de fait, le plus vertueux, comme ceci, ça va bien être le mauve. Puis après, ça va être entre rouge et bleu. Puis ensuite, entre vert et orange. Eux, ils ont décidé que ce serait comme ça au départ. Non, on ne s'en occupe pas. Mais si rien ne change, à la manche suivante, on est toujours en guerre. Dans le goutte suivant, on est toujours en guerre. On va rester ainsi dans cet ordre du tour-ci. Si jamais il était parti comme ceci, ce qui se passerait, c'est que du coup, hop, le plus entre rouge et bleu, ce serait rouge, puis bleu, et puis entre les trois autres, comme il était précédemment devant, il restera aussi devant, et donc on va se retrouver ainsi. Voilà un ordre du tour qui aurait pu changer dans une autre phase de jeu. L'action suivante de Goutte, c'est le cathédrale refresh. À la première manche, il n'y a pas, parce qu'il faut avoir des cathédrales. Alors je vais en mettre une dans le jeu pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Une cathédrale, c'est une visita, donc c'est d'abord une mission qui va être ici. Cette mission-là, on va la transformer dans le jeu en une cathédrale, et donc on va se retrouver à quelque chose comme ceci. Une cathédrale refresh, c'est une zone, donc c'est une cathédrale sur laquelle il n'y a plus de petits bonhommes. Eh bien, on va générer quelqu'un qui vient de l'étranger et qui est un citoyen à notre couleur. Et donc, je vais retrouver un citoyen à ma couleur présent dans la zone. Donc, ce n'est valable qu'avec des cathédrales, pas avec des visitas seuls et qui n'ont plus de bonhomme dessus. On ramène un bonhomme à sa couleur. Si jamais vous n'aviez plus de citoyen à votre couleur, vous prenez une autre couleur qui ne serait pas en jeu, si possible, mais vous êtes obligé de ramener quelqu'un. Donc, ce sera un autre citoyen, éventuellement un citoyen d'un autre joueur. Et ce ne sera vraiment pas un citoyen à votre couleur. Vous ne pouvez pas dire, tiens, je ne jouais pas avec les oranges, je prends un bonhomme orange, mais les oranges, c'est comme des verts. Non, 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 c'est vraiment des citoyens européens qui viennent s'installer dans votre cathédrale, qui viennent visiter votre cathédrale et qui restent sur place. On a ensuite le Labor Acquisition. Labor Acquisition, c'est quoi? Eh bien, dans le jeu, il est important qu'il y ait des gens qui travaillent dans une colonie. S'il n'y a personne dans une colonie, en fait, elle s'effondre et donc elle est rasée, elle est détruite. Le Labor Acquisition, on va regarder toutes les colonies qui sont vides sur le plateau de jeu et on va voir est-ce qu'on peut récupérer, on peut les petit peu kidnapper un indigène qui traînerait dans le coin ou un citoyen de quelqu'un pour venir le faire travailler chez moi. Si c'est le cas, je décide de prendre l'indigène, il est disponible ici, plaf, je le mets chez moi, c'est plus un indigène, c'est un esclave. Donc je vais aller capturer des gens, mais attention, uniquement dans ma zone de terre. Ici, cette zone de terre de Nueva Granada, je ne peux pas aller récupérer quelqu'un du Venezuela. Je dois récupérer seulement dans cette zone-ci. Il faut qu'il soit donc disponible. Hop, je peux le prendre là-bas.
Si je décide de prendre quelqu'un d'une autre couleur, un citoyen d'un autre joueur, je peux le prendre de sa cathédrale, le faire venir travailler ici, mais comme c'est un citoyen, c'est pas un esclave, eh bien il faut le payer. Si c'était le cas, l'Espagnol payerait au propriétaire de cette couleur-là, de ce drapeau-là, une pièce pour faire venir travailler son citoyen. Donc ça, c'est important de savoir qui est-ce qu'on va les prendre parce que parfois ça coûte des sous. Ça a d'autres avantages dans le jeu, on le verra plus tard, mais en tout cas, c'est une possibilité. Alors attention, il n'est pas possible d'aller faire une capture, un kidnapping, s'il y a une révolte dans la zone. Dans chaque zone, on peut avoir des révoltés esclaves, ou on peut avoir des révoltés citoyens. Les révoltés citoyens, ce sont quand les Anglais étaient présents, les primo-arrivants entre guillemets américains, donc les premiers qui vont faire l'Amérique, c'est la Boston Tea Party, et donc globalement, c'est une révolte interne par rapport à la nation qui est présente, mais qui est très très loin. Qu'importe quel côté c'est placé, que ce soit une révolte d'esclaves ou une révolte de citoyens, dans tous les cas, s'il y a ce type d'icône ici, on ne peut pas faire un kidnapping, d'aucune manière d'ailleurs, dans la zone. Donc impossible d'aller récupérer quelqu'un dans une tribu ainsi. Par contre, il est toujours possible de récupérer un citoyen et de payer l'argent nécessaire pour le citoyen. Donc ça, c'est important, c'est une grande différence au niveau du jeu. Bon, je vais remettre un petit bonhomme ici, celui-là il est parti, on peut le laisser de côté, c'est pas très grave. C'était Labor Acquisition. Ensuite, on voit le colony die-off. Si jamais une colonie se retrouve ainsi, sans bonhomme après avoir pu récupérer des travailleurs, eh bien, elle est détruite et elle repart ici, chez le joueur. Donc, ça va permettre de détruire potentiellement des colonies. Si on l'épuise, s'il n'a plus de personne pour travailler, eh bien, elle va mourir, elle va s'effondrer sur elle-même. Attention, ça c'est une zone mauve, ça veut dire que quand on fait des colonies dans le jeu, le joueur espagnol est le seul à pouvoir revenir sur Cartagena. Par contre, il ne peut pas aller sur des autres colonies en cours sauvage, libres qui sont là-bas, et les autres joueurs, même si elle était libre, ne peuvent pas aller sur une zone espagnole. Donc c'est toujours important, on a des zones réservées pour l'espagnol, les autres joueurs prennent le reste du plateau. On va lui laisser sa colonie pour l'instant. Puis on a le good placement. Le good placement, on va mettre de l'or dans les zones où on retrouve les symboles indiqués. Donc dans chaque partie ici, on a 2 symboles, et dans ces zones-là, en fait, il y a une grosse production qui fait venir de l'argent. On retrouve ça ici, donc c'est là-bas, hein, Salpan ici, et on retrouve ça là-bas, des petites perles. Donc on a placé, là-bas il va y avoir de l'or. On en place pourquoi? On va en placer pour toutes les colonies qui sont présentes ici. Donc ici, il n'y a qu'une seule colonie, il n'y en a pas 2. Si j'avais ici une colonie, et j'avais par exemple un citoyen à moi, pourquoi pas, qui soit placé dessus, eh bien, on va avoir de l'or pour chacun des 2. La différence, c'est que quand l'or va arriver ici, ou quand l'or va arriver là-bas, sur les 2 colonies, et il y en aura un aussi ici, ce sera différent s'il y a un esclave ou s'il y a un citoyen. S'il y a un esclave, en fait, on va l'affranchir. Et ça, c'est l'action suivante, Slave Attrition. Et donc, l'esclave, il est affranchi, il quitte la zone. L'esclave, il est affranchi, il quitte la zone, il y a de l'or à la place. On a passé l'étape du colony die-off, de l'effondrement de la colonie, donc on est tranquille jusqu'au prochain goutte. Donc dans 4 étapes, on va retrouver cette notion-là, on pourra aller récupérer des bonhommes éventuellement, mais en tout cas, on est tranquille pour l'instant, même s'il n'y a rien. On va peut-être soi-même ramener des bonhommes dessus. Donc le Slave Attrition, s'il y a un esclave, il prend l'argent, on lui dit c'est bon, on a plein d'argent et tout ce qui va avec, il se barre et il est tranquille. Il part ici, il ne repart pas dans une tribu qui était la sienne. Non, on s'en fout, il va se faire pendre ailleurs, c'est pas très grave. Par contre, le earnings, c'est le fait de donner de l'or à un citoyen. Eh bien, s'il y a un citoyen, il ne part pas, il est très content, il y a de l'afflux d'argent, il a plus d'argent, son pays reçoit un or de la banque, et donc je me retrouve avec un petit peu plus d'argent parce que j'ai un citoyen qui a reçu de l'or. Voilà, ça ce sont les différentes étapes de la partie good. Jusque-là, rien de bien compliqué. On va donc passer à l'action suivante, et hop, on avance ici, Auction. L'auction, 3 options. D'abord, la mise en vente donc des actions qui se trouvent ici, ou un professional draw, c'est si je suis en profession, je vais aller prendre directement des cartes d'une seule zone, on va parler, ou la débauche qui va me permettre de revenir dans la zone calo, j'abandonne ma profession, c'était un mauvais choix et je vais revenir dans une zone un petit peu où je vais me poser des questions sur ma vie.
Alors à la première manche, il y a une condition, c'est que ici on ne pourra pas faire de débauche, ça n'a pas de sens de toute façon parce qu'on n'était pas en profession, et quand on sera dans l'action de bateau, on ne pourra faire qu'une seule chose, c'est de la reconnaissance, mais j'en parlerai plus tard. Donc ici, action. Action, c'est très simple. Je suis premier joueur, voilà, l'espagnol premier joueur, choisis une des 4 cartes qui se trouvent ici et la met en vente. Il la met en vente, disant, tiens, qui est intéressé par un navire? Ce navire, il a quoi comme information? C'est un navire privé et il a une force de F. Et je le mets en vente. Qu'est-ce qui se passe? Tous les joueurs prennent leur argent en main, tac, vont choisir combien ils veulent miser, on tend la main, on révèle, celui qui a le plus gagne l'enchère. Celui qui a le plus gagne l'enchère, ça peut être 0, parce qu'en cas d'égalité, qui emporte l'enchère? Celui qui l'a mise. Donc, si l'espagnol a mis ça, personne n'est intéressé, tout le monde met 0, lui aussi, c'est lui qui gagne pour 0. S'il y a une égalité, par exemple, 2 personnes avaient mis 1, l'espagnol est dedans, c'est lui qui paye le 1, les autres récupèrent leur argent. Tous ceux qui ont misé, qui n'ont pas emporté l'enchère, de toute façon récupèrent leur argent. Si c'est l'espagnol qui gagne l'enchère 1-1 par exemple, il paye à la banque. Si c'est un autre joueur qui a mis plus que l'espagnol, 2 contre 1, eh bien les 2 sous de l'autre joueur qui va prendre la carte, il le donne à l'espagnol qui avait mis la carte en enchère. Si par contre il y a égalité entre 2 joueurs qui ne sont pas l'espagnol qui avait mis la carte en enchère, donc 2 joueurs qui ne sont pas celui qui a mis la carte en enchère, c'est l'espagnol qui va choisir qui gagne l'enchère. Alors il faut dire que dans le jeu Pax Hispanica, c'est un jeu de négoce. Ce qui veut dire que tout est négociable. J'ai vraiment envie de ce bateau-là. Et je peux dire, avant de commencer à l'enchère, écoute, espagnol, si jamais il y a égalité, on peut faire affaire, on peut discuter ensuite pour que ce soit moi qui l'ai. Et il lui dit, tiens, je te donne une carte en plus, je te donne un sou en plus, enfin, je te mets quelque chose en plus que mon adversaire pour gagner cette carte-là, parce que je suis vraiment intéressé. Donc, à plein de moments du jeu, on va pouvoir négocier avec l'autre joueur en lui offrant quelque chose pour gagner l'égalité, pour casser l'enchère, ou même lui dire, tiens, écoute, je mets 3, tu les auras, logiquement j'aurais peut-être emporté avec 1, mais je mets 3. Et ainsi, tu le sais, si jamais c'est égalité, c'est égalité. Si du coup quelqu'un met 4, il mettra 4, mais tu en auras plus au moins. Moi, je t'aurais fait gagner quelque chose. Donc, on peut négocier des choses avec les joueurs. On peut lui offrir des cartes en plus, on peut lui donner des trucs. On ne peut pas offrir des cartes avec une encre dans le jeu, jamais. Mais pour le reste, on peut offrir des cartes, des events souvent, de l'or. Donc, de la négociation existe dans le jeu. Donc, je résume. Celui qui donne le plus d'argent lors de l'enchère emporte l'enchère. Si c'est la personne qui a initié l'enchère, cet argent-là va à la banque. Si c'est un autre joueur que celui qui a initié, l'argent va à celui qui a initié l'enchère. En cas d'égalité, celui qui a mis l'enchère en place qui gagne l'égalité. S'il n'est pas présent dans l'égalité, il choisit qui des deux le fait et il y a toujours possibilité de faire des négociations. Voilà, chaque joueur donc met une carte en jeu. Alors ça peut être une carte visible des 4 ici, ou il peut décider de mettre en jeu la carte suivante en mode invisible. Et seul le joueur qui aura remporté l'enchère saura ce qu'il est question au niveau de la carte qui se trouve là. Parfois, c'est plus intéressant de mettre ça ainsi, parce qu'on sent bien que personne ne veut de cette carte-ci, et que du coup, on va mettre la suivante, on va peut-être gagner plus d'argent, parce que les gens espèrent quelque chose de spécifique. Voilà, c'est une possibilité, c'est le mode enchère. Deuxième option, c'est le tirage professionnel. Si vous êtes dans une ligne, donc par exemple ici, l'espagnol se trouve dans une profession qui est la profession de boucanier. Le professional draw, c'est je prends des cartes ici. Et uniquement des cartes ici. Il n'y a pas d'enchère, elle est directement pour moi. Combien est-ce que j'en prends? Eh bien, ça va dépendre de votre reach. Le reach, c'est le nombre de visitas, le nombre de missions que j'ai placées qui vont développer mon reach ici. Eh bien, si j'ai comme ceci placé une seule mission chez moi qui est devenue cathédrale, je vais prendre la première carte ici. Si j'avais réussi à en placer une deuxième, imaginons je n'ai placé une ici aussi, clac. Et évidemment que je sois en profession, par exemple comme ceci, eh bien je vais prendre 2 cartes, la première visible et la deuxième non visible, et puis je révélerai la suivante. Et je me retrouve avec des cartes en main, dont une que personne n'a encore jamais vue. Ça, c'est l'option du professional draw. Et puis comme j'ai dit, la débauche, c'est on va retourner dans une zone ici disponible, donc le mauve va pouvoir revenir ici ou là-bas, dans une des 2 cases disponibles, et c'est une action de débauche. Quand je fais une débauche, que j'abandonne ma profession, je touche un sou
et je récupère 3 cartes Haven ici que je place donc dans mon pas. Voilà les 3 actions possibles de la zone Auction. On va donc passer dans l'action Play qui se trouve ici où on va jouer les cartes de sa main. Quand on va jouer les cartes de sa main, on va jouer toutes les cartes et puis après on va passer au jour suivant. Quand on aura fini de jouer toutes les cartes, on va veiller à n'avoir en main que le nombre de cartes associées à la limite de main. Donc toujours ici, ce sera 2 pour moi. Attention de bien faire attention au dé de mercantilisme qui peut limiter encore par rapport à la valeur de mon plateau. Donc je peux garder 2 cartes à la fin de mon tour. Si je ne sais pas garder des cartes, les cartes Haven, elles sont remises ici et on mélange directement. Dès qu'on replace des cartes port, on est obligé de les mélanger directement pour ne pas savoir si elle revient en main de quelqu'un, vu que c'est très important de ne pas savoir où ce qu'on peut intervenir, on peut aller ou pas aller dans la zone. Donc on ne les met pas en dessous, on mélange tout de suite. Mais par contre, ça vaut rien. Par contre, si on se débarrasse de cartes, des cartes ainsi qui sont des cartes qu'on a achetées ici, qu'on a récupérées par rapport à sa profession, alors on peut s'en débarrasser pour revenir à sa limite de main en touchant 1 sou par carte dont on se débarrasse. Logiquement, on va éviter de faire ça. Alors, je vais me remettre ici et on va parler des cartes Haven. Les cartes, elles ont donc des symboles et elles ont plusieurs symboles ou elles n'en ont qu'un seul ou elles n'en ont qu'un. Donc une carte ici, elle n'a de sens que pourrait être utilisée pour sa zone ici. Et quand il y a plusieurs symboles, on va être limité au nombre de valeurs ici, toujours le souhait, n'oubliez pas le mercantilisme, toujours le souhait qui va limiter le nombre de symboles que je peux utiliser. Si je joue une carte ici, je peux utiliser 2 des 3 symboles pour faire les actions de la carte. Si j'utilise cette carte-ci, il n'y en a qu'un, pas de problème. Alors, on va parler des 3 symboles qui existent sur les cartes Haven. Les symboles Haven ne servent que si on est dans le calot, donc si on n'a pas encore de profession. Et qu'est-ce qu'elles vont me permettre de faire? On va retrouver les 3 symboles ici, sur la pierre de Rosette. Et la première, c'est le fait de se marier. On a 2 alliances. Eh bien, moi, si j'ai cette carte-là, je peux directement, en étant dans le calot, imaginons que ce soit l'orange qui le fait, aller épouser quelqu'un qui est d'une famille intéressante pour ma profession. Et donc, je rentre en profession parce que j'épouse quelqu'un. Et il y a 4 petits symboles d'alliance ici. Je vais sur un symbole d'alliance disponible et directement, voilà, j'épouse la fille du grand prêtre local. Hop, je rentre dans la profession grâce à elle. Tout va bien. Deuxième option, c'est la romance. C'est un petit cœur. Je vais pouvoir me déplacer dans une case vide, imaginons le rouge, dans une case vide du calot. Il faut qu'il y en ait une. Donc, au début du jeu, si personne n'a encore bougé, je ne sais pas utiliser romance. Ici, par exemple, le rouge pourrait décider de se déplacer ici parce qu'il y a une petite case vide, toujours dans le calot. Je reste dans la zone sans profession, vers la zone sans profession. Troisième option, c'est ce que j'ai moi ici, c'est le fait de provoquer quelqu'un. Provoquer quelqu'un, je vais donc avoir quelqu'un qui est adjacent à moi, orthogonalement parlant, pas en diagonale, et le provoquer pour prendre sa place. Par exemple, je pourrais provoquer le rouge pour prendre sa place. Voilà, ça c'est l'action que je peux faire en jouant ceci. Comme c'est une carte Haven, je la mets là et immédiatement je remélange tout pour ne pas savoir où est-ce qu'elle se trouve dans le pot. Ça c'est les 3 options calot. Pour le reste, quand je vais jouer une autre type de carte, comme par exemple ici un navire, eh bien je vais d'abord faire l'action qui se trouve là au-dessus. Je vais avoir ici 2 actions les mêmes qui sont se déplacer vers le coloniste. Quand je me déplace vers le coloniste, eh bien, je vais faire une case vers cet endroit-là. Par exemple ici, si je veux jouer ma carte de bateau privé, je vais me déplacer vers le coloniste d'une case et comme il y a quelqu'un, je vais prendre sa place, tout simplement. C'est joué, une fois que l'action ici au-dessus, ce qu'on appelle le nudge, donc le déplacement a été joué, c'est obligatoirement ça en premier. Je vais pouvoir choisir, vu que j'ai droit à 2 actions, laquelle des 2 actions ici j'ai envie de faire. La première que j'ai envie de faire, évidemment, c'est le bateau, c'est faire l'installation de mon bateau. Mon bateau, j'ai 3 emplacements de bateau ici, et donc je peux la poser ici. C'est ma première action, je place un bateau, et maintenant j'ai un bateau privé de force F. J'ai aussi 2 autres possibilités ici, et là-bas on va aller voir la pierre de Rosette. Qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai en dessous le Haven, je vais simplement aller piocher une nouvelle carte ici à Haven, si j'ai envie de faire cette action-là. Auquel cas, je la mettrai ici. Ah, j'ai une bague, je pourrai encore la jouer plus tard pour aller dans la bague. Donc ça, c'est ma possibilité, je m'arrête là. L'autre possibilité sont les petites mains
qui se révolte, c'est une révolte de taxes. Il faut défausser un de ces citoyens sur la carte. Par exemple, j'en ai un ici, je pourrais le faire. Je défausse mon citoyen et en échange, je mets une révolte ici, une taxe révolte. Donc, imaginons que je le fasse. Clac, ça se passerait comme ça. Je le défausse. C'est peut-être pas bon pour moi parce que du coup, j'ai plus personne ici. Mais j'ai une taxe révolte ici dans la zone et on ne peut plus faire de kidnapping sur les deux petites zones ici. Ça peut m'intéresser, ça peut dire tiens, moi j'ai envie de ça. J'aurais pu très bien travailler ici pour l'espagnol, ça ne change rien du tout. C'est quelqu'un de chez moi qui se met en révolte. J'avais deux actions, si je veux mettre le bateau ici, ben, je ne ferai pas les deux, j'en ferai l'un ou l'autre. Donc imaginons, ben, ça c'était peut-être pas la meilleure option pour moi parce que j'ai envie de garder ma ville et donc je ne vais pas mettre ceci, je vais faire l'autre. J'ai récupéré la bague. J'ai récupéré la bague, j'ai mon bateau ici, à nouveau en mode jouer, je peux continuer à jouer. Eh bien, je peux jouer, je joue la bague. Ah, ici, je me déplace donc là-bas, je me marie avec quelqu'un de la colonie. Clac, je remets ça ici, je remélange. Vous voyez, on va, au fur et à mesure du temps, on gagne des cartes, on rejoue, on fait des modifications. Je peux continuer à jouer, j'ai encore des cartes en main. De toute façon, je pourrais en garder que maximum 2 à la fin, je peux m'arrêter là ou je peux continuer. J'ai envie de jouer mon autre bateau privé. Pourquoi? Parce que c'est un bateau ici, il est Y et il a le petit bouton, le petit symbole de la colonie. Et du coup, je continue à avancer vers le meilleur coloniste. Je me retrouve là-bas, j'ai décidé de l'utiliser comme un bateau. Je vais pouvoir le placer ici. Ici, je le place où? Eh bien, en fait, quand je touche un bateau, ou en fait, n'importe quand c'est votre tour de jeu de jouer des cartes, on peut organiser les bateaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un bateau qui sera un bateau amiral et un bateau qui sera un bateau de suivant. Il y a 4 types de bateaux. Il y a les bateaux donc, privés et les bateaux conquistadors qui sont plutôt tournés vers l'intérêt du royaume, en tout cas ainsi, on verra un petit peu plus tard. Et puis il y a à côté de ça les bateaux de pillage et les bateaux de contrebande. Donc les plunders et les smugglers. C'est important d'essayer d'avoir tous des bateaux de la même sorte, ça évitera la mutinerie. C'est important d'avoir le meilleur bateau qui va être ici en dessous et qui va définir un petit peu votre armada, de quoi elle se constitue. Alors la première chose, c'est que quand j'avais mis mon premier bateau, je devais mettre un bateau dans Pirating parce que c'est mon premier bateau. Dès que je mets un bateau ici, que j'ai un bateau qui arrive dans Pirating, il se passe toujours la même chose, on pioche une carte Haven. Quand je joue mon deuxième bateau, je remets un bateau, je place toujours un bateau là-bas où j'ai déjà des bateaux. Donc je ne peux pas avoir des bateaux partout dans la carte, ils forment toujours une armada. Ils sont toujours tous ensemble, ils se déplacent toujours tous ensemble, font leur action tous ensemble. Et donc je place un bateau en pirating, et à chaque fois que je place un bateau en pirating, je déplace mon armada en pirating, je pioche une carte Haven. Donc je me retrouve ainsi avec 2 cartes supplémentaires. J'ai aussi la possibilité de remettre une révolte ou de repiocher une carte Haven. J'avais le même type de symbole. Je pourrais pour le principe ici mettre ça en révolte. Ainsi, on a vu les 2 options. Et j'ai une taxe ici, donc on ne pourra pas aller kidnapper là. Je le sais, à moi à agir en conséquence lors de la manche de navigation pour aller kidnapper quelqu'un, pour aller me l'amener ici, pour ne pas avoir de soucis plus tard. Voilà mes actions bateau. Chaque fois qu'on a libéré une carte ici, on révèle la suivante, donc on sait un petit peu ce qu'il en est. Avant de parler des autres cartes, tous les symboles, de toute façon on verra les symboles beaucoup plus tard, ce qui est intéressant à dire, c'est, vous voyez ici parfois, il y a des zones genre trou noir. C'est important. Si j'étais resté ici, que je devais avancer de 1 vers le haut ici, j'allais dans la mutinerie. La mutinerie, c'est quoi? Déjà, j'active la mutinerie, mais je ne me déplace pas, je reste sur place, c'est important. Quand j'active la mutinerie, je vais regarder, est-ce que les bateaux qui sont ici sont tous de la même sorte que mon bateau de tête, mon bateau amiral. Si c'est le cas, il se passe rien. Si j'ai pas de bateau, il se passe rien. Si j'ai qu'un seul bateau, il se passe rien. Mais à partir du moment où j'ai 2 bateaux, si un des bateaux, par exemple ici, j'aurais un conquistador en plus, voilà. Donc j'ai une flotte qui est une flotte privée. Dedans, il y a un bateau conquistador. J'active la mutinerie. Lui, il n'est pas content. Il ne se sent plus avec ce que moi je fais comme action. Il part et hop, on va le mettre systématiquement en bas du paquet. Dès qu'on met une carte en bas du paquet, on le met dans l'autre sens. Ainsi, si ce symbole-là arrive directement, on sait qu'on a fait tout le tour du paquet et il faudra le retour mélanger le paquet pour le remettre à disposition. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la mutinerie. À côté de ça, vous avez ici le petit bonhomme. S'il devait monter une fois vers le haut, il est dans la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, ça dit bien ce que ça veut dire. On n'est pas certain
que l'action qu'on est en train de faire, que la voie qu'on a prise est la meilleure des voies. Et quand je dois faire un déplacement vers la crise de la quarantaine, je vais me replacer sur une case Calo qui est disponible. Alors, quand c'est lié à un nudge, quand c'est lié à un déplacement d'une carte ici, alors je peux payer 1 sou pour éviter la crise de la quarantaine. Oui, je pensais qu'effectivement, je me sentais plus bien dans mon travail, mais en fait, j'ai quand même du blé, donc c'est pas si mal que ça. Donc je paye 1 sou à la banque, j'évite la crise de la quarantaine, je reste sur place. Mutinerie, on ne sait pas l'éviter, mais on ne bouge pas. Mais ça peut ne rien faire comme impact si on a toujours le même bateau. Par contre, la crise de la quarantaine, ça va là avoir un impact. Mais on peut l'éviter en payant 1 sou. Ou peut-être qu'on n'a pas envie de l'éviter, on a envie de se redéplacer ici parce qu'on veut être plus proche, d'être le plus quelque chose pour être joué. Les 2 cartes ici sont des cartes avec beaucoup de symboles d'action et sont tous les symboles qui se trouvent ici. On fera un petit peu le tour des symboles à la fin parce que c'est important de les connaître et d'en avoir un petit peu une idée, mais je ne vais pas trop me développer là-dessus. Par contre, ici, ça c'est important, si j'ai une carte ici dans ma main, ça ce sont des titres de noblesse. Et les titres de noblesse, c'est important pour gagner le jeu, pour terminer le jeu, parce que je vous ai dit, on termine le jeu parce qu'on est arrivé tout au bout ici, ou quand on a activé une des conditions de fin. Et c'est courant dans tous les packs, c'est qu'il y a des moments où le jeu peut s'arrêter brouf comme ça. J'ai fait une action spécifique, j'ai atteint l'objectif, j'ai atteint la fin du jeu pour moi, et tout le monde s'arrête, il n'y a pas un tour supplémentaire, en tout cas, sinon on s'en fout, il y a un premier joueur et puis c'est tout. Et ça c'est le cas si quelqu'un arrive tout à la fin d'une zone, donc sur la dernière case. Attention, cette case-ci, si je vais à gauche, c'est toujours la crise de la quarantaine, si je vais à droite, c'est toujours une mutinerie. Ça ne change rien. Si j'avance encore par là, il ne se passe rien, si je recule par là, je recule dans la profession. Mais quand j'arrive quelque part ici, j'ai une condition de fin de jeu qui peut apparaître et elles sont précisées pour chacun ce qu'il faut faire pour y arriver. Mais dans tous les cas, il faut avoir des titres de noblesse ou un artefact. Un artefact, c'est quelque chose qui va apparaître dans le jeu et qu'il faudrait réussir à ramener pour le toucher chez soi. Donc ça peut remplacer un titre de noblesse. Et donc un titre de noblesse me permettra alors d'atteindre un des objectifs possibles ici du jeu. Attention, pour avoir un titre de noblesse, on fait toujours le nudge, on fait d'abord le déplacement, imaginons que ce soit l'espagnol qui le fait. Alors je vais le mettre pour que ce soit réalisable par exemple ici. Je décide de le jouer, je me déplace vers la droite, là c'est la mutinerie, j'ai pas de bateau, il se passe rien. Et du coup, je vais regarder, est-ce que je suis le plus vertueux? Plus vertueux, c'est ici, dans la ligne égalité. En cas d'égalité, l'ordre du tour, je suis devant, je suis donc le plus vertueux. Je peux faire l'action qui est de placer cette zone-ci là, sauf que pour le mettre ici, je dois placer un symbole de colonie. Et justement, l'espagnol, il n'en a pas, donc il est embêté. Il aurait fallu qu'il ait par exemple une colonie qui était rasée par un die-off précédemment, donc par un problème de présence, auquel cas il avait un symbole de colonie ici, il pouvait le placer là. Et donc c'est une manière de retirer vos marqueurs ici sans devoir aller placer sur le jeu. Je me retrouve alors avec quelque chose ici, je suis le lord, je suis le plus religieux, le plus vertueux. Et à partir de ce moment-là, j'ai un bonus. Et ici au-dessus, vous avez du texte, un truc qui me permet de dire j'ai une action spécifique qui n'est que pour moi. Tant que j'ai ce bonhomme-là disponible chez moi, je n'ai ça que pour moi. Lui, il pouvait faire jusqu'à 3 actions, il peut donc faire 2 autres actions en plus de le placer ici. C'est pas grave les actions, on verra tout ça plus tard. Mais dans l'idée, donc c'est ceci. Il faut faire d'abord le nudge, on se déplace d'abord dans cette zone-ci. Ensuite, si on est le plus ou le moins quelque chose comme indiqué sur la carte, donc là-bas c'était le plus vertueux, celui-ci par exemple c'est le plus loyal, eh bien je peux le placer chez moi. Il faut que j'ai un symbole ici. Ici c'était une colonie qui était nécessaire. On a parfois besoin d'un symbole de mission. Donc si je le mettais ici, moi, hop, je devrais mettre ceci comme ça si j'avais répondu à la demande. Et je me retrouve ainsi avec quelque chose qui se vide grâce à mes titres de noblesse. Ici, c'est toujours un titre de noblesse qui est nécessaire. Ça peut être remplacé par un artefact. J'en ai plusieurs, c'est pas grave. Ici, quand on est 4 jours ou plus, il faut 2 titres de noblesse ou 2 artefacts de reliques qui sont présents. Si on est moins de 4 joueurs, il faudra 3 titres de noblesse pour atteindre l'objectif. Ici, il y a une condition supplémentaire, on la verra plus tard. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est comme ça que ça va se passer. C'est toujours important d'avoir des titres de noblesse. Et en plus, vous avez des pouvoirs sur le jeu. Et ça, c'est vachement fort. Quand j'ai joué toutes les cartes de ma main, ce que je pouvais jouer en tout cas, et qu'il est temps de me défausser de mes cartes surnuméraires, eh bien je vais choisir les cartes que je vais garder. Ici, je peux en garder 2. Donc, je vais pouvoir me débarrasser de ceci. Je le mets là-bas. Comme c'est une carte Haven, immédiatement, c'est mélangé. On ne sait plus où elle se trouve dans le paquet.
Et je me retrouve avec 2 cartes que je pouvais garder ici. 2, 3, c'est bien 2 le plus petit, donc je peux garder 2 cartes. L'autre joueur va faire pareil et va aussi aller jouer toutes ses actions et tout ce qui va avec. Il faut savoir aussi que quand je joue une carte, je vais négocier les choses. Quand je pouvais jouer ma carte ici et faire 2 actions, il y a peut-être une des actions qui n'était pas intéressante pour un autre joueur. Et l'autre joueur pourrait dire « Ah, mais écoute, tu ne joues pas ça, je te passe une carte. De toute façon, moi j'en ai trop. Je te passe une carte Haven et en échange, tu joues un autre truc que ceci. » Je vous ai dit, c'est un jeu de négociation, donc on peut négocier ça. Et parfois c'est intéressant, c'est surtout important parce que parfois il y a des cartes que vous voulez absolument pas voir jouer et pour une raison ou pour une autre, l'autre joueur peut accepter de le faire ou de ne pas le faire. Et si c'est le cas, si avec une négociation, alors que c'était plus mon tour de jeu, je récupère des cartes supplémentaires, eh bien je vais alors devoir aussi me redébarrasser de cartes en disant tiens, celle-là je ne pouvais pas la garder. À la fin de la séquence de play, quand tout le monde a joué, on revérifie est-ce que tout le monde est OK par rapport au nombre de cartes qu'il a en jeu, par rapport à son souhait, par rapport à sa limite de main. Donc quand on a fini de jouer, on vérifie la limite de main. Quand on a fini la phase de play, de jouer des cartes, on revérifie pour chacun la limite de main au cas où ça aurait changé. Les cartes Haven, comme j'ai dit, on ne peut pas s'en débarrasser pour avoir de l'argent. Les autres cartes, si jamais on dit tiens, ça je m'en fous, j'avais été la piocher mais je ne saurais jamais rien en faire, je m'en débarrasse pour 1 sou. Il faut savoir qu'à partir d'un certain moment, on ne pourra plus être vendu pour 1 sou. Ce sera ici. À partir de cette phase-ci, on ne pourra plus, et ceci jusqu'à la fin du jeu, se débarrasser des cartes comme ça pour 1 sou. On pourra uniquement s'en débarrasser en faisant une action de marché noir. Marché noir, cette icône-ci au-dessus, va me permettre de vendre les cartes, autant de cartes que je veux, chacune pour dessous, et là-bas, je peux même vendre des cartes Haven. Je peux donc me débarrasser de mes cartes Haven pour de l'argent, seulement en faisant l'action Black Market. Ça, c'est toutes les actions qu'on va faire en play. Donc ici, on joue une carte, on fait d'abord le nudge, donc le symbole de modification qui se trouve là. On choisit son flagship, donc son navire amiral, et on peut donc changer de navire à ce moment-là. On joue les cartes l'une après l'autre. On vend les cartes qu'on veut se débarrasser qui sont surnuméraires. Si ce sont des cartes d'action, elles valent 1. Les cartes Haven ne valent rien, sauf si on joue Black Market dans nos actions. On arrive avec sa limite de cartes en main et je vous rappelle qu'on peut négocier pour faire ou ne pas faire une action de sa carte quand on va la jouer. Phase play terminée, on arrive dans la phase de navigation. La phase de navigation, c'est là-bas que nos bateaux vont entrer en jeu. Alors les bateaux, ils sont à 2 endroits au moment où on attaque la phase de navigation. Soit ils sont tous, je dis qu'on ne les séparait pas, en Europe, soit ils sont tous en pirating et on va jouer notre phase d'action. Première possibilité, je suis en Europe. Quand je suis en Europe, la seule chose que je fais, c'est mon armada revient dans la zone de pirating et donc j'arrive ici avec ma flotte, je pioche une carte. Toujours, j'arrive dans pirating, je pioche une carte. Deuxième option, je suis dans pirating. Pirating, c'est où dans la carte? C'est nulle part. En fait, je suis quelque part en train de flâner entre les îles ou entre une zone et compagnie. On ne sait pas vraiment où je suis, mais je suis là. C'est important parce que ça veut dire qu'on va pouvoir intervenir n'importe où quand on décidera de faire une action sur la carte. Mais pour l'instant, je suis quelque part là-bas en pirating. Je peux décider, en fait, j'ai rien à y faire. Je ne me sens pas à l'aise de partir, je n'ai pas assez de navires, en tout cas ainsi. Et je reste en pirating, je fais de la reconnaissance. La reconnaissance, je reste en pirating, je pioche une carte Haven. C'est tout. Et à la première manche, si jamais j'ai des bateaux, comme tout le monde n'aura pas nécessairement des bateaux au début du jeu, eh bien la seule chose qu'on peut faire, c'est faire de la reconnaissance. Et donc je vais juste piocher une carte. À partir de la manche suivante, là-bas, je pourrais faire une autre option qui est d'aller sur le terrain de jeu et aller commencer à attaquer. Attaquer quoi? Attaquer qui? Un petit peu ce que je veux. Et donc quand je vais attaquer, je prends toute mon armada et je vais apparaître quelque part. On ne sait pas où j'étais en train d'être en mode de pirate quelque part, j'étais discret et puis pouf, d'un coup, on apprend que clac, on se retrouve là. On se retrouve là et on va pouvoir faire des actions sur la zone ici par rapport à mon emplacement et par rapport à la terre qui est sur place. Pour l'instant, je ne vais pas parler des actions des autres joueurs, on va juste parler de nous pour nos actions. Je suis ici et la première chose que j'ai envie de faire, en fait, c'est d'aller récupérer des gens pour remettre quelqu'un ici pour ne pas avoir de problème. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de les récupérer? Parce que je ne pourrais pas faire de kidnapping parce qu'il y a une révolte ici. Donc, il faut que je prenne quelqu'un. Sauf que aller prendre des gens qui se trouvent ici, je ne peux pas faire de kidnapping parce qu'il y a une révolte. Du coup, si mon objectif c'est de remettre quelqu'un ici, peut-être que j'aurais dû commencer à apparaître à Trinidad par exemple. Parce qu'ici,
dans cette zone-ci, il n'y a pas de révolte et ma première action pourrait être de prendre quelqu'un. Si je prends quelqu'un ici, il monte sur mon bateau. Chaque bateau peut faire une action. Très simple. Il peut faire une action et donc va pouvoir agir comme prendre quelqu'un à son bord. Attention, là j'ai pris quelqu'un sur ma visita. Ma visita, ce n'est pas une cathédrale. Quand une visita n'a plus personne, quand il n'y a plus des indigènes à éduquer, à leur montrer la voie, à expliquer qu'ils vont devenir de bons citoyens plus tard et tout ça, la visita, elle est détruite, elle revient ici. Donc, s'il n'y a plus personne sur une visita, elle est détruite, elle revient chez le joueur. Peut-être pas le meilleur des plans, c'était peut-être mon plan, c'était peut-être pas le meilleur. J'aurais peut-être dû apparaître du coup ici. Ainsi, je pouvais faire un kidnapping, il n'y a pas de révolte dans la zone, tout se passe bien. Une fois que je suis ici, je peux me déplacer là-bas. Je me déplace d'une zone à l'autre qui est adjacente et vous voyez, il y a des petites flèches. Alors, ce n'est pas je dois suivre le sens des flèches, c'est je ne peux pas remonter le sens des courants. C'est-à-dire que d'ici, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, sans aucun souci. Mais par contre, quand je suis ici, je ne peux plus aller là, je ne peux plus aller là parce que les courants sont dans ce sens-là. Et donc, pour sortir d'ici, je pourrais aller là ou je pourrais aller là parce que là, je n'ai pas de limitation de flèches. Donc attention, les flèches, ce n'est pas une obligation d'aller par là, c'est une interdiction de remonter contre le courant. J'arrive ici, ce bateau-ci peut agir et va me déposer mon petit esclave chez moi. Donc on ne pouvait pas kidnapper ici, mais par contre je peux kidnapper ailleurs et le déposer ici. Et donc je n'aurai pas de problème de die-off, je n'aurai pas de problème d'écrasement, d'effondrement de ma colonie. J'ai prévu ça dans mes actions. Ce bateau-là a déjà fait une action, celui-ci n'a encore rien fait. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Eh bien ce qu'il pourrait faire, c'est aller attaquer l'Espagnol pour aller lui piquer quelque chose. Deuxième type d'action que je peux faire, à part kidnapper des gens, donc ce qui s'appelle enslave dans le jargon du texte ici, c'est aller attaquer quelqu'un à terre. Quand on va attaquer, on va compter les forces en présence. Les forces en présence, c'est qui? Eh bien, on est 2 ici en couleur verte. Il y a une colonie de ma couleur, donc ça fait 3. Un bateau, une colonie vaut 1. Une colonie adverse vaut 1. 3 contre 1, il faut être plus que l'adversaire, on gagne donc le combat. Et en fait, on est encore même plus que l'adversaire parce qu'ici, il y a un bonhomme qui est en révolte de taxe, donc c'est les petits points serrés vers le haut. Et eux, systématiquement, quand quelqu'un se fait attaquer, ils sont avec le pirate. Vu qu'ils sont contre les gens qui sont établis, ils sont toujours avec. Ce qui veut dire que c'est 1, 2, 3 pour la colonie, 4 ici. On est 4 contre 1. La colonie ici va être rasée. On va pouvoir lui voler son trésor. Donc le bateau qui n'est pas agi fait ceci. Ça c'est rasé et on se retrouve ici. Donc quand il y a un combat, on va compter les forces en présence. Chaque bateau vaut 1, chaque colonie vaut 1 et on travaille pour la personne pour qui on est. Ça c'est facile parce que la colonie est de mon côté. Maintenant imaginons, on va changer un petit peu la donne. On va retirer ça, le remettre ici et imaginons que c'est un Français qui est présent avec. Hop. Hop. On est comme ceci. Et en plus, il a un petit bonhomme. Un citoyen, ça vaut 1 aussi. On se retrouve à quoi? 2, 3 parce qu'il m'aide toujours. 3 contre 1 ici. Et lui, on ne sait pas vers qui il va aller. Lui, il peut défendre l'Espagnol. Si ce qui est le cas, il a 2, il a 1 pour la colonie, 1 pour les citoyens, donc ça fait 2, plus 1, ça fait 3 contre 3. 3 contre 3, ce sera égalité. Par contre, s'il m'aide moi, ce sera 5 contre 1, et donc l'Espagnol est rasé. Ça va être défini par quoi? Ça va être défini par ceci. Chaque joueur qui sont impliqués dans une attaque vont devoir choisir s'ils supportent la cible ou s'ils supportent la flotte. Et donc, on va choisir, on va mettre sa petite carte ici. Ah, je supporte la flotte, tout va bien. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'effectivement, l'Espagnol, au début du jeu, on a envie de lui péter sa gueule, donc pas trop discuter. Mais peut-être que l'Espagnol, il dit, mais petit Français, écoute, moi je te paye, je te donne 3 sous et tu me supportes. Donc des négociations. Oui, pourquoi pas. Il peut le faire. Il peut accepter l'argent et supporter la cible, et donc au final 3-3, elle n'est pas rasée. Ou il peut prendre l'argent et puis quand même supporter la flotte en disant tiens, va te faire voir l'Espagnol, on ne veut pas de toi ici, dégage. On n'est pas engagé dans les combats à tenir sa promesse. C'est important. Dès qu'il y aura un combat,
on peut négocier, on peut être payé et puis ne pas tenir sa promesse. Quand c'est autre chose, on doit tenir sa promesse de manière globale, sauf si c'est sur plusieurs années. Si vous faites un accord avec quelqu'un en disant « dans les 3 ans après qui vont venir, je te demande de ne pas m'attaquer ». Il dit « ok », il prend l'argent et tout ça, c'est des années suivantes, donc il n'est pas tenu de garder sa promesse. Ça, c'est des options ainsi qui peuvent se faire, mais ça dépend de chacun, hein, si on a de l'honneur ou pas de l'honneur, c'est un petit peu selon chacun veut voir. Donc ça, c'est important, et personne dans une zone qui est attaquée ne peut rester neutre, chacun doit choisir son camp. Si l'Espagnol avait eu un citoyen de ma couleur, alors je ne peux pas l'attaquer. Parce que je ne peux pas être à la fois celui qui attaque et celui qui défend, parce qu'évidemment, quand on est dans une colonie et qu'il y a les pirates qui arrivent, ben, on est obligé de défendre la colonie. Ce qui veut dire aussi que si j'attaquais les Espagnols et qu'il y avait un citoyen comme ceci, eh bien, automatiquement, les Français étaient obligés de défendre. Ils étaient obligés d'être avec les Espagnols et donc ça faisait 3-3. Si moi je suis présent en tant que citoyen ainsi, là-bas, c'était 4-3. Le Français est obligé de défendre et on va se retrouver avec un Espagnol qui va être donc rasé. Quand il est rasé, si il y a une colonie, elle repart là-bas. S'il y a un trésor et que j'ai de la place, je l'embarque. S'il y a un citoyen, eh bien le citoyen, on va faire une rançon sur lui. Le joueur bleu a le choix entre payer un sou et le citoyen revient chez lui, ou alors le citoyen on l'égorge et alors il va rentrer en taxe, en rébellion de taxe. Elle va logiquement dans la case, dans la zone où il a été tué. Si jamais ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de place dans cette zone-là, il va dans une autre zone et on peut décider, tiens, celle-ci rentre en rébellion par rapport aux taxes parce qu'un citoyen est mort. Quand un citoyen est mort, c'est toujours ce qui va se passer. Donc, il y aura toujours une option, soit je paye un sou pour qu'il ne se passe rien, soit ça va faire un citoyen qui est en révolte, taxe révolte, comme ceci. Toujours le même principe, qu'importe l'endroit où ça va se passer. Par contre, si c'était un petit bonhomme blanc qui était ici, donc un petit esclave, et que moi je viens et que j'attaque ici, j'ai plusieurs options. Première option, je le libère, donc j'ai rasé la colonie, ça revient là, et je le libère et il va dans mon stock. Deuxième option, je le libère et je le renvoie, je vais le mettre comme ceci, et je le renvoie dans sa tribu qui était dans la même zone. Ou alors, je le libère, mais je le prends ici en captivité et je vais aller le déplacer, le déposer ailleurs. Attention, je ne peux faire ça que si je peux avoir un endroit où je peux le déplacer. S'il n'y a aucun endroit où le déplacer après, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le déplacer ailleurs pour le mettre sur une autre tribu qui serait libre et je ne peux pas le déplacer pour le ramener en Europe. Je dois pouvoir le déplacer dans une zone, par exemple ceci. Si c'est comme ça, je peux prévoir de le prendre pour aller le déplacer ici. Et je peux même négocier à l'Espagnol en disant tiens, je t'amène quelqu'un, tu es prêt à payer combien si je te l'amène? S'il dit non, non, ça ne m'intéresse pas, je vais prendre à côté. Ben alors vous ne pouvez même pas le prendre, cette option-là n'est pas une option. Donc ça c'est important, ça fait partie des petits détails du jeu, c'est que quand je veux récupérer quelqu'un et que je veux le mettre sur mon bateau, je dois pouvoir le déposer quelque part avant la fin de mon tour. Et si je n'ai pas envie, je peux le tuer aussi. Et si je le tue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va avoir un rebelle esclave qu'on place ici, il n'y a pas de place, donc je le place ailleurs, ben je peux le placer ici par exemple. Voilà donc toutes mes options par rapport à un esclave qui serait dans un endroit où je vais attaquer. Alors, il y a un autre type de bâtiment qu'on peut avoir, ce sont des fortifications. Donc, si j'ai une colonie, je pourrais mettre autour de ma colonie une fortification. La fortification vaut 1 de plus. Et donc, si je me fais attaquer ici, comme ceci, mon bateau 1 avait déjà fait un transport de colons, le deuxième arrive ici, il attaque et il a envie de prendre ce qui se trouve là. Eh bien, la fortification, elle, a 1 de plus de défense, mais seulement si elle est attaquée. C'est-à-dire que si j'attaque ici, la ville là-bas vaut 2, 1 pour la colonie, 1 pour la fortification. Là, ça va être 2 qui vont attaquer d'un côté, lui va aider, lui aussi, donc on est 4 contre 2 et qu'importe le choix du bleu, on va gagner. Quand c'est le cas, on rase d'abord la fortification. Si je ne sais plus attaquer, eh bien, je ne sais pas aller achever la colonie pour récupérer le trésor. Il faut d'abord enlever la fortification avant de pouvoir toucher la colonie. Par contre, si j'avais décidé d'attaquer la colonie bleue et qu'il y avait une fortification
sur l'espagnol. Alors, c'est pas possible parce qu'effectivement, j'ai placé ici un bonhomme vert à moi. Il aurait fallu au moins qu'il n'y ait rien du tout ou alors un esclave. Et le mauve qui aurait voulu défendre le bleu, sa fortification ne compte pas comme un supplémentaire. Donc, il ne compte que 1 pour la colonie, 1 pour la colonie du bleu, 2 plus 1, 3 contre 2, le bleu serait rasé. Ça, c'est comme ça que ça se passe. La fortification ne compte que si elle est directement attaquée. On pourrait très bien décider d'attaquer une visita. Une visita, elle vaut pour 0 de défense. Donc les petites missions ainsi valent pour 0 de défense. Je l'attaque et je vais me débarrasser de la visita. Elle va retourner ici. Le mauve peut décider de défendre avec. Dans ces conditions-là, elle perd toujours ses possibilités et celui-là est kidnappé, libéré ou laissé sur place parce que c'est déjà une zone ainsi. Je peux aussi décider d'attaquer ceci. J'ai envie de me débarrasser des gens qui m'empêchent de faire les kidnappings. C'est peut-être l'intérêt du mauve de faire ça. Eh bien, si le mauve était venu avec ses propres bateaux, il aurait très bien pu, lui, aller attaquer ceci. Sa colonie aurait fait 1 de plus, ça fait 2 contre 1, parce qu'évidemment là-bas, lui, il n'est pas avec ceux qui attaquent, vu que c'est lui qui se fait attaquer. Donc il aurait été en défense et le bleu aurait décidé, est-ce que je défends ou pas le pauvre petit indigène qui était en révolte et je vais voir s'il gagne ou il ne gagne pas. S'il a perdu, on retire le marqueur, on libère la zone, on a maté la rébellion et on passe à autre chose. Admettons que j'ai gagné mon combat, hop, je me retrouve ainsi, ça c'est ça. Il y avait un petit bonhomme blanc, je l'ai libéré, je l'ai renvoyé ici, je n'avais pas envie de le prendre avec moi parce que j'ai nulle part où le déposer. Et je me retrouve avec ceci. Quand j'ai mes navires qui ont fait leurs 2 actions, donc l'un avait été récupérer un bonhomme dans mon exemple, et l'autre, pour le déposer là, et l'autre avait été attaqué ici, et donc on avait éliminé la colonie ici, et on se retrouve ainsi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais devoir repartir en Europe pour me débarrasser de mon trésor, pour le vendre, parce que c'est là-bas que c'est intéressant. Du coup, je fais le chemin de là à là, par exemple, parce que là-bas, il n'y a pas de flèche qui l'empêche, de là à ici, d'ici à là-bas, et de là à là. Je me retrouve dans ça, cette zone-ci, et ça, c'est la zone, c'est le chemin vers l'Europe. J'ai quitté les Caraïbes, je vais vers ailleurs. Et je vais me retrouver alors en Europe, je vais me débarrasser de mon trésor. Mon trésor, je vais m'en débarrasser, je vais toucher de l'or. Combien je vais toucher? Ça va dépendre de mon bateau amiral. J'ai un bateau privé, et le bateau privé, il va rendre ça à la couronne espagnole, il va le vendre à la couronne. Et donc, il va aller ici dans les coffres de guerre, et je vais toucher 2 sous par coffre que je vais livrer. Hop, je touche 2 sous parce que j'ai un bateau privé. Ça, c'est l'option 1. Si j'avais un conquistador, c'est pareil. Par contre, si j'avais un bateau de pillage ou un bateau de contrebande, alors mon intérêt, c'est mon intérêt personnel. Le roi et compagnie, je m'en fous. Je vais le revendre directement en Europe, mais là-bas où ça va toucher le plus. Et donc, je touche le double. Je ne touche pas 2 sous, mais je touche 4 sous. Et donc, n'oubliez pas, c'est votre bateau de tête, le bateau premier de votre armada qui définit ce que vous allez avoir. Et vous ne pouvez pas changer en cours de jeu. Vous avez ici un bateau de pillage, un plunder, et il se trouvait ici. Vous avez été attaqué une zone ici, et après avoir été attaqué, vous décidez, ah oui, mais moi, je voudrais bien le récupérer, mais à 4, pas à 2, parce que je n'ai pas envie de remplir les coffres ici. Pourquoi j'ai pas envie de remplir les coffres ici? Parce que je touche moins. Et qu'ici, c'est une condition de victoire du royaliste, c'est que les coffres soient tous remplis et d'avoir une carte ici de titre de noblesse. Si quelqu'un est ici, que les coffres sont tous remplis, qu'il a une carte de titre de noblesse, c'est fini. Le jeu est terminé, la personne a gagné. Donc, j'ai peut-être pas envie de faire ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux très bien, en chemin, lors de mon déplacement, me dire ce petit trésor-là, je vais me le garder pour plus tard. Je viendrai le récupérer quand je serai plunder, quand je serai un bateau de pillage. On ne peut changer l'ordre de ces bateaux de sa flotte que quand on est en action play. C'est ici qu'on peut modifier le flagship, donc le bateau de tête. Et je vais décider d'aller jusqu'au Caïman. Là-bas, je me déplace ici, puis je me déplace là-bas. Et je vais l'enterrer dans un coffre trésor. Donc il y a des petites cases dans chaque zone. Il y a un petit endroit où on va avoir une possibilité d'enterrer un trésor. J'enterre le trésor. C'est terminé. Je n'ai plus rien sur moi. Dès que je n'ai plus rien dans mes bateaux et que j'ai fini mes actions, mes 2 bateaux avaient fait une action, eh bien ce qui va se passer, c'est que je redisparais aux yeux de tout le monde, je reviens en pirating. Je reviens en pirating, je pioche une carte Haven, c'est toujours la même chose. Le coffre ici, c'est un coffre au trésor. Comment est-ce que je vais le récupérer? Eh bien,
celui qui aura la carte Caïman, la zone ici, va pouvoir, à son tour de jeu, dire quand je fais mon action de pirating, je fais pirating, pouf, j'arrive ici, je sors Caïman et je prends le trésor qui était enterré ici parce que j'ai la carte au trésor. Évidemment, entre les deux, le joueur, il aura veillé à modifier son bateau de tête pour en faire un bateau de pillage. Hop, il sera revenu ici, il a quelque chose dedans, il n'a pas envie de faire autre chose, juste ça, il va juste rentrer ici, clac, il vient là, tac, il va là, il vend ça, il ne le vend pas pour lui, donc ça repart au stock ici, et je vais toucher 4 sous, c'était plus intéressant pour moi, c'était mon intérêt de faire ceci. Ma carte Caïman, elle est jouée, vu qu'elle m'a servi à déterrer le coffre au trésor, c'est une carte à jaune, elle vient ici, elle est mélangée. Toujours le même principe. Donc comprenez bien, quand vous avez un trésor, vous devez le ramener vers l'Europe pour en faire quelque chose ou l'enterrer en chemin à un endroit, même si vous n'avez pas la carte, vous pouvez dire ok je m'en fous, je veux juste pas qu'il soit récupéré. Et donc je vais pouvoir m'en débarrasser en chemin. Vous devez respecter les flèches pour ne pas voyager à contre-courant. Et chaque bateau peut faire une action différente, mais donc une action par bateau, c'est pas le fait d'être plein ou vide et tout ça qui va définir le nombre d'actions que je vais faire. Si jamais je récupère des personnages ici, il ne faut pas qu'il y ait une révolte dans la zone. On ne peut pas prendre des gens pour les capturer, donc on va faire des kidnappings s'il y a une révolte dans la zone. Et quand je prends des bonhommes, que ce soit des citoyens ou des esclaves, je dois obligatoirement m'en débarrasser, me le déposer ailleurs. Je ne peux pas repartir en Europe avec. Ça, c'est pas possible, c'est pas une option. Et donc, si je le prends, je dois pouvoir le déposer ailleurs de valide. Donc, quelqu'un qui est pris, il est déposé dans une colonie. Si j'avais pris un citoyen d'une autre couleur, par exemple, j'aurais pris un citoyen bleu, hop, qui était dans une quelconque visita, imaginons comme ceci. Par exemple, possible. Je vais ici, je le récupère, il n'a pas le choix. C'est du kidnapping aussi. Il dit, toi, tu as fini de travailler là-bas, ça ne sert à rien. De toute façon, là, ça va être détruit. Hop, d'ailleurs, il n'y a plus personne dessus. C'est une visita, elle est détruite. Je le prends avec pour aller l'amener dans une colonie qui était encore valide ici parce que j'ai négocié avec l'Espagnol. Il dit, écoute, je t'amène quelqu'un, tu me payes un petit peu? Ouais, d'accord, je t'amène, je paierai une pièce, tu l'amènes. D'accord. Je prends, je l'amène ici, je le dépose là. Je le dépose là. Moi, j'ai mon contrat avec l'Espagnol, j'ai touché une pièce. Mais lui, le citoyen français qui a été amené, l'Espagnol, il l'engage. C'est pas un prisonnier, c'est pas un esclave. Il l'engage, il paye aussi une pièce au joueur français parce que c'est un citoyen et donc il doit être payé. Et il n'a pas le choix. Ça, par contre, il n'a pas le choix. Le fait de négocier, de dire, je t'amène quelqu'un et tu me donnes une pièce et qui dit oui, c'est une négociation. Le fait que vous décidez, ok, tu ne l'amènes pas, mais j'ai envie de te faire perdre un petit peu d'argent et le donner aux Français, ainsi moi tu n'auras pas de sous, tu ne sauras pas faire des actions, enfin qu'importe les options qui vont avec, eh bien ça c'est obligatoire. Il doit payer une pièce parce qu'il a récupéré quelqu'un et il doit le payer aux Français. Même si le joueur n'avait pas envie, ne voulait pas récupérer quelqu'un, on s'en fout. Ça c'est des options du jeu et alors à la limite ça se négocie. Je ne te l'amène pas le Français, ok, mais alors ceci, mais alors cela. Et il y a plein de moments où il y a un intérêt par rapport à ses objectifs personnels d'avoir quelqu'un qui est présent à un endroit ou à un autre. Ça, ce sont les règles globales d'une attaque. Sauf qu'il y a des subtilités qui vont dépendre du type de navire. Alors, les subtilités, c'est quoi? Qu'importe le navire, vous pouvez toujours aller faire du kidnapping. Donc, aller prendre, récupérer quelqu'un sur place dans une tribu, le prendre ainsi, ça c'est toujours possible. Tous les navires savent le faire du kidnapping. Par contre, attaquer des sites, c'est pas la même chose. Par exemple, les navires conquistadors ne peuvent pas attaquer des sites espagnols. C'est normal, par défaut, ce sont des navires conquistadors. Les navires privés ne peuvent pas faire d'attaque sur la terre s'il n'y a pas la guerre. Il faut qu'on soit en période de guerre pour que les navires privés, j'en avais ici, puissent faire des attaques. Les navires contrebandiers n'attaquent pas, font juste du kidnapping, comme je dis, tout le monde le fait. Donc les 4 options font que c'est limité, et c'est cette information aussi qui dit ce que je peux faire. Donc les options d'une attaque, c'est on ne peut jamais attaquer une zone, comme j'ai dit, si jamais vous avez un citoyen qui est présent, on ne peut pas attaquer votre propre couleur. Les plunders, les bateaux de pillage peuvent enslave, donc faire du kidnapping ou attaquer n'importe quel site. Les bateaux de contrebande, le smuggler, ne peuvent faire que du kidnapping. Les conquistadors peuvent faire du kidnapping ou attaquer, mais seulement des zones qui ne sont pas des zones espagnoles. Et les bateaux privés peuvent faire du kidnapping et ne peuvent attaquer que si on est en période de guerre. Mais du coup, comment est-ce que je fais pour récupérer un trésor comme ici si je ne peux pas l'attaquer à moins d'avoir un smuggler? Eh bien, il y a des
déplacements légaux, ce qui s'appelle des actions légales qui me permettent d'être faire. Donc, imaginons que ici, je vais déjà faire ceci, et je vais prendre un navire espagnol. Le navire espagnol, il peut venir ici, et comme c'est une colonie qui est à lui, il va pouvoir faire une récupération. Attention, c'est le navire espagnol, il y a une limite, c'est que les Espagnols, ils détestent les bateaux de pillage, et donc si c'est un bateau de pillage, il ne peut pas faire la récupération ainsi, ce qu'on appelle un legal export. Sinon, vous, quand c'est vos propres couleurs, vous pouvez aller récupérer quelqu'un sans aucun souci, et quand c'est l'Espagnol, il peut le faire aussi, mais seulement si son bateau principal n'est pas un bateau de pillage. Hop, par exemple, ici, je vais lui mettre un smuggler, ça fonctionne. Mais attention, si la zone a des rebelles, il n'y a plus de possibilité de récupérer quelque chose avec un legal export sur une zone colonie qui nous appartient. Donc ça, c'est limité, il ne faut pas qu'il y ait une zone de rebelles dans la zone. S'il n'y en a pas, je peux simplement venir ici, récupérer le trésor et je continue mon petit bonhomme de chemin pour le ramener en Europe. Deuxième option, je vais venir ici, mais pas nécessairement quelque chose de ma couleur. Par exemple, il vient là et il veut récupérer le trésor qui se trouve là-bas. C'est un smuggler, il ne fait pas d'attaque. Alors comment on va faire le smuggler s'il vient ici pour aller récupérer le trésor là-bas? Il ne peut pas l'attaquer. Il aurait la victoire parce que ça va être 2, 3 contre 2. La colonie, les citoyens des Bleus contre un bateau mauve, une colonie mauve et un rebelle. Donc c'est bien 3 contre 2. On gagnerait le combat. Mais il ne peut pas. C'est un bateau de contrebande. Mais bateau de contrebande, il s'en fout. Il va aller voir le chef du port. Il va négocier un petit peu d'argent. Et pour une pièce, il va s'arranger avec lui pour charger le trésor. Et le français n'a rien à dire. C'est comme ça. C'est le pouvoir du bateau de contrebande. Il paye de l'argent et il récupère ça. Si jamais j'avais un bateau conquistador, imaginons le bleu, il a un bateau conquistador, il arrive ici, ça c'est une colonie espagnole, un legal export, un bateau conquistador, il travaille pour l'Espagne, et donc il vient ici, il le récupère sans aucun problème, et il peut aller le déposer, il va le déposer pour le roi. Ça, c'est aussi une option. Enfin, dernière option, c'est le bateau privé. Le bateau privé, imaginons, c'est moi, vu que j'avais 2 bateaux privés, ben voilà, j'ai même 3 bateaux, il m'en manque un, tiens. Quand j'en ai rajouté un, j'ai oublié. Voilà, j'ai 3 bateaux. Ils viennent ici, ce sont des bateaux privés. Et les bateaux privés, quand on est en période de paix, ils sont là, ils font du transport. Donc ils viennent ici, ils font « Bonjour, on vient récupérer ça ». Pouf, ils vont là-bas « Bonjour, on vient récupérer ça ». Il n'y a rien à dire. C'est juste, c'est leur travail. En fait, c'est des bateaux privés et ils viennent. Même si le dernier, c'est un bateau de pillage, comme il est mis dans l'armada des bateaux privés, il fait comme si c'était un bateau privé, ils font la même chose. Et donc ils vont partir, ils vont aller déposer ça vers l'Europe. Il n'y en a pas d'autre à prendre, il n'y a pas d'intérêt. Hop, ils vont par là, ils viennent en Europe, ils le déposent. Ils les déposent ici, comme c'est des bateaux privés, automatiquement, c'est pour le roi. Il touche 2 sous. Voilà, c'est très simple. En période de paix, les bateaux privés, ils viennent, ils prennent le transport et ils partent. En période de guerre, ils ne savent pas le faire. En période de guerre, ils sont obligés d'attaquer. Et ce sont l'information qui est ici, au niveau du lot de trésor, qui est donnée dans le système. Quand vous êtes sur une colonie amie, vous pouvez directement récupérer le trésor qui est présent sur place sans aucun souci. C'est du legal export. Sauf si il y a une zone en révolte ou si vous venez avec un bateau de pillage, quand vous êtes espagnol, vous ne pouvez pas faire un export légal sur une de vos colonies parce que les bateaux de pillage sont mal vus. Sinon, sans aucun souci, on va pouvoir les récupérer directement. Les bateaux de pillage, ils ne savent récupérer les trésors qu'en faisant une mise à sac, du sacking. L'interdiction, on en parlera après. Les bateaux de contrebande, ils payent 1 sou, ils prennent. Les bateaux conquistadors, quand c'est un site espagnol, ils arrivent, ils prennent, ils partent avec. Si c'est un site qui n'est pas espagnol, ils doivent attaquer. Et les bateaux privés, quand c'est la guerre, ils doivent attaquer. Quand c'est en mode de paix, ils viennent, ils prennent le trésor et ils partent avec sans aucun souci. Voilà toutes les options qui sont avec. J'ai déjà expliqué le déchargement des trésors. Si on était un bateau de pillage ou un bateau de contrebande, on le garde pour soi, on touche 4 sous. Si c'est un conquistador ou un bateau privé, on le donne pour le roi et on le met ici et on va toucher seulement 2 sous. Si on fait du transport de reliques, je vous rappelle les reliques, c'est ceci, ça vous permet d'éviter d'avoir une obligation d'un titre de noblesse pour atteindre un des objectifs qui se trouve ici. Une relique, on ne la récupère que si c'est une colonie à soi, sinon il faudra attaquer la zone pour la récupérer. Et quand on arrive en Europe, on peut choisir de le mettre dans son coffre à soi, auquel cas on touchera 8 sous, ou alors on garde la relique en tant que telle. Donc soit on a 8 sous, soit on a une relique, soit on le donne pour le roi et ça vaut 2 coffres. Donc on met 2 coffres directement
dans la zone ici du roi. Ça dépend des objectifs que l'on a soi-même. Voilà, ça c'est donc bien les options qu'on va avoir au niveau de notre déplacement ici et de tout ce qui est attaque, récupération de trésors. C'est beaucoup. Il me reste cependant encore une chose à dire, c'est tout ce qui s'appelle l'interdiction. En fait, c'est l'interception d'un navire par un autre navire. Alors, pour pouvoir faire une interception, il faut donc qu'un navire soit en train de jouer, soit en train de faire des actions. Je n'ai plus grand chose à aller chercher ici, mais imaginons quand même qu'on a été remettre, allez, je vais mettre un petit trésor là-bas, et j'avais dit c'était un conquistador. Donc, un conquistador, il vient ici, il récupère le trésor, il n'y a rien à dire, ça se passe comme ça. Et lui, son but, c'est de le ramener là-bas. Mais ce n'est pas nécessairement le but d'un autre joueur qui serait en pirating. Moi, je suis en Europe, je ne peux rien faire. En Europe, je suis trop loin que pour agir. Par contre, le pirating, je vous ai dit, il est quelque part ici. Eh bien, si le navire ici de l'Espagnol a une des cartes sur le chemin que compte prendre le bateau bleu du Français, il peut intervenir. Il peut intervenir quand? Il peut intervenir quand il rentre dans une zone ou quand il quitte une zone. Ici, il a Trinidad et j'ai Trinidad. J'ai aussi l'île à Vache, s'il décide de passer par là, je peux l'intercepter. Donc je pourrais décider à quel moment je décide d'intercepter. Souvent, c'est quand il y a des coffres qui sont présents, mais s'il venait pour m'attaquer, j'aurais pu l'intercepter avant pour éviter qu'il ne fasse une attaque. Donc il y a des moments où on peut le faire en arrivant ou en partant. Imaginons, il est ici, il veut quitter, moi je fais stop, l'Espagnol dit « Ah, moi j'ai Trinidad, j'interviens, j'étais caché ici quelque part dans le coin et j'arrive derrière toi, clac, je remets ça là, je remets ça là, je remélange, vous avez bien compris, c'est tout le temps la même chose. J'interviens. Ce qui va se passer alors, on va chacun avoir une carte, donc le bleu et le mauve vont chacun avoir une carte, et ils vont choisir parmi les 4 options, donc sur chaque carte il y a 2 options sur chaque face, sur quelle option il veut aller. La première chose qu'on va demander, c'est est-ce que tu te rends? Si tu te rends, il n'y a pas de problème, tu gardes ton navire et tout ça, hop, tu dis, ah c'est bon, ça je te le laisse, clac, ça change de zone, et moi comme j'ai plus rien sur mon bateau et que j'ai déjà fait une action, peut-être de récupérer quelque chose, je reviens en pirating, je prends une carte. Ça s'imite à ça. Deuxième option, c'est est-ce que tu te rends? Et le bleu dit, je préférais que tu me laisses partir, je te paye, 1 sou, 2 sous, ce que j'ai envie, et tu me laisses partir. Donc il y a une négociation possible là-bas. On peut négocier en disant, non, mais ceci, ou alors le mauve peut dire, écoute, tu te rends, tu me laisses ton trésor, mais je te paye 1 sou en dédommagement. On ne fait pas de combat. Donc tu gagnes que la moitié de ce que tu voulais avoir, et moi je gagnerai la moitié si je vais le mettre par là. Il peut accepter, le mauve part ici, il part là-bas, il récupère une carte, le mauve se déplace ici, l'île à Vache, si bien que c'est chez lui, il n'y a pas de souci. Il décide de passer à Port-Royal, et puis paf, lui il a une carte, ah, interception, je reviens, tu te rends? Voilà, donc ça ce sont des options de jouer ces cartes pour intervenir à un endroit ou à un autre. Imaginons maintenant que du coup le bleu décide non, moi je me rends pas. Pas possible. Ok. On arrive dans une mode de combat. Et là il y a 3 options. La fuite, et ça seul le bleu peut le faire parce que c'est lui qui est attaqué. Le mauve qui est l'attaquant ne peut pas. Lui il a le choix entre un abordage ou alors le seize weather gauge, c'est-à-dire profiter du temps et jouer sur la manœuvrabilité du bateau pour éliminer l'autre. Et chacun va choisir ce qu'il compte faire. Donc d'un côté, on va mettre caché l'action du haut qu'on veut faire et l'autre va mettre caché l'action qu'il va faire. Ça se négocie sans aucun souci. On peut dire, bah, écoute, fuis. Si tu fuis et je vais te laisser partir, mais tu me payes 1 sou, je te laisse partir. On peut qu'on négocie à ce moment-là. Sinon, on va voir les résultats. Si le bateau bleu joue fuite et qu'en face, il avait tenté l'abordage, eh bien alors la fuite est réussie. Il part, il continue, lui il a raté son attaque, il revient en pirating, il prend une carte. Ça ne change pas. Si par contre, le joueur avait joué sur la manœuvrabilité du bateau, et donc fuite contre manœuvrabilité, ce qui va se passer, c'est que le navire pirate va couler le navire de tête. Donc s'il n'y en a qu'un seul, c'est le navire tout court. Sinon, s'il y en avait plusieurs, c'était le navire de tête, et du coup, on redécalait le reste et on voit ce qui reste après. Et ensuite, il prend le trésor qu'il y avait. Et donc ça part, c'est détruit, il n'y en a plus pour le bleu. Donc, fuite contre seize weather gauge, donc contre le fait d'utiliser le mauvais temps, le bon temps, ben, c'est un risque. Si le mauve se dit, lui il va essayer de fuir, donc je joue automatiquement seize weather gauge. Oui, mais du coup, comme c'est du double guessing, l'autre joueur pourrait décider de jouer aussi seize weather gauge. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Quand on joue 2 fois la même chose, que ce soit seize weather gauge
ou 2 fois boarding, ça revient au même. Quand c'est la même chose qui est jouée, on va regarder quel est le bateau avec la meilleure manœuvrabilité, avec le meilleur capitaine. Et ça, c'est quoi? C'est cette fameuse lettre qui se trouve ici. Là, c'est un W. Imaginons que le français, il avait un P. Hein. Eh bien, P contre W, c'est le P qui gagne. Donc, en cas d'égalité, celui qui va gagner, c'est celui qui a le meilleur seamanship, donc la meilleure manœuvrabilité, le meilleur capitaine qui va avec, qui va couler le navire de tête ennemi. Et donc, dans un cas comme celui-là, en cas d'égalité, c'est ce bateau-là qui est coulé, et du coup, lui peut continuer. Si le mauve est arrivé avec 2 bateaux, qu'on lui en avait coulé un, voilà, comme ceci par exemple, le français aurait un S contre un W, ça marche tout aussi bien, eh bien, il aurait coulé le navire de tête, donc il perdait un bateau. Il avait maintenant un plunder qui était à sa tête, celui-là, il va tout en bas. Mais, il lui reste un navire qui attaquait, et donc si le pirate qui attaquait a toujours au moins autant de navires que celui qui était attaqué, il prend quand même la cargaison. Donc quand on oppose les qualités de manœuvrabilité des 2 navires, c'est celui qui a la meilleure manœuvrabilité qui coule le navire de tête de l'autre. Et ensuite, on voit si l'attaquant pirate a toujours autant de bateaux que celui qui se faisait attaquer, alors il prend quand même la cargaison. Du coup, il n'a plus qu'à la prendre, il retourne là-bas, il prend une carte. Ça ne change pas et c'est lui qui va faire le voyage. Même si ce n'était pas lui qui était en train de jouer, hein. Donc c'était le bleu qui était en train de jouer, lui il va quand même faire le voyage jusque l'Europe. Et je vous rappelle que si son tour vient après, si jamais le mauve jouait après le bleu, et que comme à son tour, si jamais il n'avait pas encore joué, il sera en Europe, il ira en pirating, il prendrait une carte, vu que la seule chose qu'on fait quand on est en Europe, c'est d'aller en pirating à son tour de jeu, quand on fait l'action Sail. Si par contre il y en a un qui a choisi boarding et l'autre qui a choisi Sail Water Gauge, eh bien on va voir, est-ce que un groupe a plus de navires que l'autre? Si un groupe a plus de navires que l'autre, il va couler le bateau capitaine. Donc ici, ça ne marche pas. Là-bas, par exemple, le mauve ne pourrait jouer que sur la qualité de sa manœuvrabilité. Si par contre, le mauve va attaquer avec 2 bateaux, eh bien, s'il a une mauvaise manœuvrabilité mais qu'il a plus de navires, il faut qu'il arrive à trouver une différence entre les deux. Et donc, si jamais on n'a pas la même chose, ce qui va se passer, c'est que le meilleur, le plus nombreux, va couler le bateau ennemi capitaine. Et si jamais il a toujours autant de bateaux que l'adversaire, eh bien alors il va récupérer le trésor. C'est la même chose, on coule le navire de tête, si le pirate a plus de bateaux ou au moins autant de bateaux que l'adversaire, il récupère le trésor, il repart avec jusque là-bas. Voilà, c'est comme ça que va se passer les combats en mer. Du coup, c'est très important de négocier parce que quand on voit qu'on va perdre aussi bien en faisant la même chose ou des choses différentes, il vaut mieux se rendre, il vaut mieux négocier ça fuite. Donc, écoute, pour une pièce, je donne le trésor et on y va. Alors, pour un trésor, c'est facile. Maintenant, si une bataille en mer avait lieu, non pas pour un trésor, mais pour une personne qui était déplacée. Donc, aussi dans le paquet, imaginons que le bleu avait 2 bateaux, il était en train de déplacer le truc, il avait un trésor, ce qui intéresse l'Espagnol, et dessus, il y a aussi un petit bonhomme qui est là, qui traîne, qu'on était en train de déplacer à fond de cale pour aller travailler quelque part. Eh bien, en ce cas, le trésor, donc il n'y a pas de problème, il change de côté. Par contre, les esclaves, en fait, on s'en fout et on va les jeter par-dessus bord. Et quand ils sont jetés par-dessus bord, évidemment, ça ne plaît pas. Et ça prend toujours un moment ou un autre. Et du coup, il y a un rebelle. Et le pirate qui a jeté les personnes par-dessus bord va choisir où est-ce qu'il y a une rébellion qui a lieu, par exemple, ici. Et c'est une rébellion d'esclaves. Donc, ce n'est pas une rébellion de taxes, ce n'est pas des citoyens. Par contre, si à la place d'avoir un esclave qui était sur un bateau, c'était un citoyen qui était déplacé en plus du trésor, eh bien le citoyen, on a le choix. Soit on le garde pour une rançon, auquel cas le propriétaire, le bleu, va payer 1 sou au mauve pour ne pas les jeter par-dessus bord. Techniquement, ils repartent quand même chez le bleu. Mais sinon, il peut décider, ben non, moi je ne paye pas, tant pis, il meurt. S'il meurt, alors il y a un problème. Le bleu, qui était le propriétaire donc, du personnage citoyen qui est mort, va choisir non pas de placer un marqueur de rébellion d'esclaves, mais rébellion de taxe, et il va le placer toujours où il veut, une taxe rébellion ici. Voilà, c'est ça la différence, mais si vous vous rappelez, j'avais déjà expliqué la même chose quand on attaquait des villes, c'est tout le temps donc le même principe.
Quand ce sont des esclaves et qu'on les tue, qu'on s'en débarrasse, ça fait des rebelles esclaves. Si ce sont des citoyens, on peut décider pour un sou qu'ils ne meurent pas, et c'est le propriétaire qui doit payer un sou à la personne qui est attaquée. Si ce n'est pas le cas, en fait, ils meurent, et du coup, ce sont des rebelles de taxes. Donc, ces petits points qui sont levés, qui ne sont pas contents. Et pourquoi c'est important tout ça? Donc, tout ça, évidemment, repart ici, lui se déplace, repart là-bas, en Europe, va mettre ça potentiellement ici, potentiellement dans son trésor, et tout ce qui va avec, toucher les sous qui vont avec. Donc, ça, c'est normal. Tous ces choix-là vont avoir un impact assez important sur le jeu pour la fin du jeu. Parce que là, je vous ai expliqué, en fait, toutes les options de jeu, il ne reste plus que parler de la fin du jeu. Alors, la fin du jeu, en mode normal, c'est quand ce marqueur-ci rejoint ce marqueur-là, on termine l'action et on va voir, on va comptabiliser le nombre de points de victoire que chaque joueur a sur le plateau. Point de victoire, c'est quoi? C'est une colonie, c'est une visita, donc c'est un petit symbole ici de mission qui est placé dessus, qu'il soit une cathédrale ou une visita, on s'en fout. Et tous les citoyens qui sont placés sur le plateau, mais seulement dans des zones où il n'y a pas de rebelles. Donc s'il y a des rébellions, ça ne compte pas. Donc si vous avez mis beaucoup de vos marqueurs dans un seul endroit, vous avez intérêt à virer ces marqueurs de rébellion, que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là. Donc on va juste compter le nombre que l'on a, mais pour l'instant c'est certainement l'Espagnol qui gagne, vu que de toute façon, ici ça ne compte pas, c'est 1, mais c'est annulé, là-bas ça ne compte pas, c'est annulé, ici il n'y en a plus, lui ça compte pour 1, pour le petit vert ici. Là, ça ne compte pas, là-bas ça ne compte pas, mais ici il n'y a pas de rébellion, ça compte pour 1, là-bas il n'y a pas de rébellion, ça compte pour 1, là-bas il n'y a pas de rébellion, ça compte pour 1, 1, 2, 3 contre un seul, donc c'était clairement ici l'Espagnol qui gagne. Mais le trois quarts du temps, en fait, c'est pas ça qui va terminer le jeu. Le trois quarts du temps, ça va être le fait d'arriver au bout d'une piste et d'atteindre l'objectif. Le bout de la piste ici, pour devenir El Patron, il faut avoir simplement, quand on est ici, 2 titres de noblesse ou 2 reliques qui sont présentes. Et ça peut être un titre de noblesse et une relique, c'est pareil. Et c'est bon. Donc venir ici, c'est certainement le plus simple pour peu qu'on ait récupéré des titres de noblesse et d'avoir réussi à les marquer. Pour être ici, il faut avoir toujours une relique ou un titre de noblesse, mais que les coffres soient pleins. Je l'ai déjà dit tantôt, c'est assez simple. Et pour peu qu'on ait eu beaucoup de bateaux ici, qui soient des bateaux privés ou des bateaux de conquistadors, du coup, les gens au début ont été ramenés beaucoup de trucs ainsi. Vous allez vous diriger par là, puis après vous-même vous allez en rajouter, et ça sera suffisamment bon. Le missionnaire, c'est un petit peu plus compliqué, c'est plutôt quand le jeu dure un petit peu plus longtemps, parce qu'il faut qu'il n'y ait plus d'esclaves sur le jeu. Alors les esclaves, je vous rappelle, c'est uniquement les personnages blancs qui sont dans des colonies. Ceux qui sont ici dans leur petite zone de tribu, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des indigènes. Donc on va retirer les bonhommes blancs qui sont sur des colonies, ce sera suffisant pour gagner en étant ici tout au fond, toujours avec un titre de noblesse ou une relique. Tandis que de l'autre côté ici, il faut qu'il y ait plus de bonhommes qui sont ici, qui sont en taxe rebelle, que la valeur du dé de mercantilisme. Et le dé de mercantilisme, je ne vous ai jamais dit quand est-ce qu'il bougeait. Eh bien, il va bouger à chaque fois qu'on rajoute un trésor ici pour le roi d'Espagne. Quand on rajoute au moins un trésor, on peut décider de faire plus 1 ou moins 1 au dé. Simplement. Donc, en étant malin, on voyait ça, on était ici au fond, paf, on va ramener un petit trésor, on passe à 2, et du coup, on a gagné instantanément pour peu que l'on ait toujours un titre de noblesse ou un artefact dans son stock. Voilà les manières les plus courantes de jouer. Et il faut bien vous dire que à chaque fois vous allez aller vers quelque chose, tout le monde va voir vers quoi vous allez. Si quelqu'un est ici et que c'est en train d'aller vers la victoire, c'est encore à 3, mais il suffit de bouger à 2, le bleu fait une avancée vers le haut, hop, il prend votre place. N'oubliez pas, quand vous déplacez vers une case où quelqu'un est déjà, vous prenez sa place simplement. Donc c'est le plus simple de récupérer la place de quelqu'un. Donc on va faire un swap pour changer. Et ça, parfois, ça change beaucoup de choses par rapport à ces plans, d'être à un endroit ou à un autre parce que quelqu'un vous a déplacé de cette sorte-là. Voilà donc les 4 manières de gagner, très simples. Du coup, on peut se dire, bah, tiens, ça c'est vachement facile d'avoir 2 titres de noblesse, puis de foncer ici pour être le boucanier, et donc El Patron, et on va gagner immédiatement. Oui, c'est vrai. Sauf que il y a une série de cartes qui vont aller contre ça, qui peuvent vous faire beaucoup de mal. Et ce type de cartes, ce sont des cartes comme ici. Ici, vous avez l'apostasie. L'apostasie, si vous avez déjà joué à Pax Renaissance, vous savez ce que c'est. C'est choisir, désigner parmi ces 2 symboles-là, lequel va être honni dans toute la région, et donc va être combattu, tué, éliminé, détruit, tout ce qui va avec.
Quand quelqu'un joue une carte apostasie, et imaginons que celui-ci le fasse, il voit qu'ici il y a un symbole couronne. Lui, il n'en a pas. Là, ce n'est pas un symbole couronne. Là-bas, ce sont des symboles qui ne sont pas des symboles couronne non plus. Mais il veut se débarrasser de cette carte-là. Eh bien, en jouant apostasie, ça dit entre ça et ça, ce que je veux me débarrasser. J'ai envie de me débarrasser des couronnes. Toutes les couronnes de tous les joueurs sont détruites. Et donc, on peut détruire des titres de noblesse comme ça. On peut détruire aussi des bateaux. S'il avait choisi le chapeau du colon, eh bien, les 2 bateaux privés qui sont ici auraient été détruits parce qu'il a choisi le chapeau du colon. Donc ça peut changer énormément de choses. L'apostasie dans le jeu est très forte. Il y a d'ailleurs une carte qui est super balèze. C'est une carte qui se trouverait ici dans les titres de noblesse qui se protège des apostasies. Et ça c'est vraiment très fort, très facile du coup d'aller devenir El Patron. Encore faut-il pouvoir être très fort pour jouer des titres de noblesse. Mais ça, c'est vraiment très puissant l'apostasie, donc c'est une des actions disponibles du jeu, c'est ça qui va nous permettre parfois de faire sauter les beaux plans d'un autre joueur. Et ça c'est très agréable. Maintenant que je vous ai expliqué tout le jeu et les manières de finir le jeu, on va un petit peu faire le tour de la pierre de Rosette pour comprendre bien chaque action disponible. Alors, on vient de parler de l'apostasie, donc qui définit 2 symboles, et qu'on choisit parmi les 2 symboles lequel on veut faire. Je vous rappelle qu'on peut négocier en disant « Oh non, tu fais pas ça, tu fais autre chose, et du coup ça m'intéresse mieux que tu fasses autre chose, je te donne des sous et tu me détruis rien du tout. » N'oubliez pas, c'est possible. L'armada, si vous avez moins de 3 navires, vous prenez automatiquement le navire du haut de la pile et vous le rajoutez chez vous. La Bible, c'est comme ça qu'on va rajouter une Bible dans le jeu. On va aller prendre une zone où il y a quelqu'un à éduquer, parce que le but c'est de l'éduquer, c'est pour ça qu'on va placer une visita, donc on va placer une mission. Et on va simplement la mettre ainsi. Donc la Bible, on prend son petite visita, on la met là-bas, il y a un bonhomme qui est prêt à être éduqué. Donc c'est un indigène, mais qui apprend quelque chose grâce à nous. Comme je viens de faire la Bible, je vais tout de suite faire le littératie. Je choisis une visita, donc je choisis un endroit où je suis en train de faire une éducation, et je vais la transformer en cathédrale. L'avantage de faire une cathédrale, c'est que si le bonhomme disparaît parce qu'on vient le prendre, le kidnapper ou n'importe quoi, la cathédrale n'est pas détruite. Et au début, je vous rappelle au début de l'action goutte, toutes les cathédrales qui n'ont pas de bonhomme dessus mettent un bonhomme, un citoyen à leur couleur. Donc ça, c'est toujours très intéressant aussi. Je continue. Le marché noir, j'en ai parlé tout à l'heure. Le marché noir permet de se débarrasser des cartes de sa main en les vendant pour 2 chacune. Et on peut même vendre les haven comme ça, sinon on ne peut pas s'en débarrasser. Et c'est obligatoire pour toucher des sous en se débarrassant des cartes à partir du moment où on ne peut plus le vendre naturellement et qu'on est obligé de passer par le marché noir parce qu'on est pendant la guerre de 30 ans simplement. La Casa de la Contratation, ça va permettre en dehors de la phase de sailing de ramener les bateaux qui étaient en Europe pour les ramener directement dans le pirating, de prendre une carte haven vu qu'ils viennent d'y arriver. Disque, c'est comme ça qu'on place des colonies. Je place une colonie en faisant l'action disque dans une zone où je veux. Si j'ai déjà un disque quelque part, à la place de rajouter un disque, je peux décider d'en faire une fortification. Donc quand je le fais une fois, je le place quelque part. Je vous rappelle, les Espagnols seulement sur les cases espagnoles, les non-espagnols sur les cases qui ne sont pas marquées espagnoles. Et je peux rajouter une fortification si j'ai déjà un disque quelque part. Dove, qui est la petite icône ici, en fait elle ne sert que si on a décidé de faire une partie courte. On peut décider de faire une partie courte, réduire le temps de jeu. Et bien quand on joue l'action Dove, on va simplement la déplacer pour faire une manche de plus. Si on la rejoue encore une manche de plus, si on la rejoue encore une manche de plus, donc ça va retarder le temps avant la fin de jeu. Mais on ne la joue que si on est dans la zone de la guerre de 30 ans et pas avant. Donc si on dit, bah, tiens, j'ai envie de gagner encore un petit peu de temps, on peut jouer une manche de plus grâce à ça. L'excommunication, on va choisir le joueur qui a le moins de titres de noblesse et de reliques, la somme des deux. S'ils sont égalité, le joueur qui joue la carte choisira qui. Et cette personne-là va subir la crise de la quarantaine et donc va revenir, si elle était là-bas par exemple, va revenir quelque part dans la zone de Callot qui était disponible, par exemple ici. Voilà, ça fait assez mal aussi pour casser un joueur et le faire revenir beaucoup plus bas et donc rejouer plein de cartes pour remonter. Pas toujours facile. Le Haven, on en a parlé, on va simplement aller chercher une carte ici en plus. Si jamais il n'y a plus de cartes disponibles, on peut aller récupérer dans la main des joueurs. La lettre de marque. Si on a moins de 3 bateaux et qu'un adversaire dispose d'un bateau privé, on va pouvoir lui payer un sou et on lui prend le bateau privé. Donc on lui récupère un bateau privé de la main du jeu d'un autre joueur et on le met chez soi. Ce qui fait que les bateaux privés, parfois c'est gênant de les avoir parce qu'effectivement, ils peuvent partir assez facilement.
La littérature, j'ai déjà dit, pour transformer une visita en cathédrale. Le melting pot. Le melting pot, c'est bien aussi, c'est le fait de fusionner les gens locaux avec des citoyens à soi. En fait, c'est au fur et à mesure des années, tu as les esclaves qui finissent par faire des petits et tout ça, et donc deviennent au final des citoyens. Et donc on transforme un esclave dans un personnage à sa couleur. Très intéressant aussi. Ça se fait sur une de vos colonies ou une de vos missions. Toutes les actions avec une petite encre, ce sont des cartes qu'on va poser. Donc les petites encres, comme ici avec une Bible, ben c'est pour placer une Bible dessus. Donc c'est quand on va placer notre carte et répondre à la demande, l'objectif du plus loyal, du plus ceci, du plus cela. Et donc on va le placer ici. On a la même chose, comme je vous l'ai dit, avec un petit symbole de token rond d'une colonie qu'on va mettre dessus. Et quand on place un bateau, c'est aussi le même symbole avec une encre. Donc toutes les actions encre, ce sont des actions qui permettent de placer des cartes. Relique, qui va permettre de rajouter ces fameuses reliques dans une colonie de mon choix, donc qui pourra être récupérable par moi de la sorte. La révolte des esclaves, on va virer un bonhomme, par exemple, comme ceci, qui était esclave quelque part et il va se rebeller, et donc on va mettre un nouveau marqueur ainsi dans la même zone ou dans une zone de mon choix, si jamais il est déjà pris, s'il y avait déjà une révolte dans la zone. Et on va avoir la même chose avec la taxe révolte, c'est le même principe, mais c'est un citoyen qui va partir en révolte. Et donc c'est un citoyen de votre couleur qui va partir en révolte et va faire un nouveau marqueur ainsi. Très intéressant si vous voulez gagner en tant que coloniste, d'augmenter le nombre de taxes révolte, le nombre de marqueurs citoyens en révolte. Le marché aux esclaves va me permettre de récupérer du pot ici pour mettre directement un esclave dans une colonie. Donc on va directement le chercher dans une colonie. La taxe, on va aller voler un sou ou une relique. Très amusant aussi d'aller voler une relique chez un autre joueur. Donc c'est le joueur qui choisit s'il vous donne un sou ou une relique. S'il n'a pas de sou, ce sera une relique. Donc c'est parfois très intéressant de le forcer ainsi à ne plus avoir d'argent pour une raison ou pour une autre. Et on va alors rajouter un rebelle de taxe quelque part. Donc aussi très intéressant pour le coloniste. Vous voyez, le coloniste, il y a plein d'options pour y arriver. Et le vaudou, on va récupérer du pot des gens qui avaient été libérés, qui sont partis, qui ont disparu ainsi. Et on va le remettre dans une zone rebelle, une tribu rebelle, voilà ici, qui était disponible. On va le rajouter ainsi, comme ça on va pouvoir rajouter des gens dans les tribus. Voilà, j'ai fait aussi toutes les icônes et du coup je pense que j'ai fait le tour du jeu. Alors vous avez vu, c'est loin d'être simple, il y a plein de petites règles, mais en fait tout est cohérent. Et c'est peut-être ça qui est très bien ici, c'est qu'effectivement les règles à lire c'est incroyable, c'est un spaghetti, c'est très difficile à faire. Mais si vous l'expliquez, c'est très cohérent à dire, il faut quand même compter pas loin d'une heure d'explication la première fois, il y a tellement de choses à faire, et puis les gens vont se tromper. Et vous allez vous tromper, ils le disent dans la règle, vous allez vous tromper, vous allez oublier ceci, vous allez voir que votre colonie va être rasée, vous allez oublier un objectif. D'ailleurs, dans vos premières parties, il y a peu de chances que vous arriviez jusqu'à la hauteur, même si c'est une partie courte, jusqu'à la hauteur de la colombe. Parce que ce sera fini avant pour un des autres objectifs, parce que les gens n'auront pas appris à contrer cela. On a tendance à ne pas s'installer trop sur la carte, à jouer beaucoup des cartes et de se déplacer, faire des bateaux, faire des combats, plein de cartes ainsi. Vous allez vivre des histoires fantastiques parce qu'il y a vraiment des histoires très marrantes qui se passent dans les idées des joueurs, dans les attaques des joueurs, dans le fait de cacher des trésors à gauche à droite pour éviter que ce soit mis par ici parce que c'est un joueur qui est mis du côté du royaliste et retirer les trésors partout pour les planquer sur la carte, c'est toujours très amusant. Et encore faut-il avoir les cartes au trésor pour éviter que les autres joueurs n'aillent les chercher, mais ça c'est un autre souci. Voilà, il y a plein de choses à faire, très gai, et donc vous allez vraiment avoir des fins qui vont être sur une des 4 options ici. La plus rapide dans un premier temps, si vous êtes à 4, c'est vraiment celle-ci, parce que ça peut être très vite fait. Mais tout votre plan peut sauter parce qu'on vous chope votre place, parce que vous tombez dans la crise de la quarantaine, parce qu'il y a une excommunication, parce que vous perdez vos titres de noblesse par une apostasie. Il y a plein d'options pour empêcher ça, et je pense que plus les joueurs sont aguerris pour contrer, voir ce qui se passe au niveau d'un joueur ou d'un autre, plus en fait vous allez arriver à faire beaucoup de manches et peut-être terminer sur la colombe. C'est pas ce qui arrivera au début, mais franchement c'est possible après. Donc, plus le temps passe, plus les bonhommes ils disparaissent ici. Parce qu'on met des trésors et donc comme ils partent quand il y a des trésors qui sont placés, ben l'option du missionnaire devient intéressante parce que la durée augmente. Et on se retrouve à des moments où chaque joueur peut presque arriver à gagner si les combinaisons vont bien, s'il prend la bonne valeur pour se déplacer au niveau du nudge, donc du symbole ici qui l'amène vers le bon côté, c'est super bénéf pour lui.
Il y a plein de choses qui se passent au niveau de la destruction de la carte, les gens qui se replacent, les alliances qui se font, qui se défont. Il faut vraiment péter la tête à l'Espagnol au départ. Il faut aussi dire que chaque joueur a un avantage, l'Espagnol n'en a pas, mais lui par exemple ici, le Néerlandais, dès que ces bateaux arrivent en Europe, automatiquement, ils repassent en pirating, ils reviennent tout de suite dans la zone, donc il reprend une carte, parce que c'est son pouvoir à lui, il ne reste pas en Europe et donc il ne perd pas un tour. Le bon tempo quand les gens sont en Europe pour aller ramasser des trucs sans vous faire attaquer, c'est super nickel aussi. Il y a vraiment plein de choses de très chouettes et vraiment plein de choses de très mal faites, comme le fait de ne pas avoir un truc beaucoup plus propre ainsi. Je trouve que la qualité du matériel par rapport au prix, on parle quand même d'un jeu qui est pas loin de 80 € je pense, dans sa version normale, ça c'est la version normale, avec des marqueurs qui sont même pas en bois, qui sont tout du cartonné, qu'on a l'impression de faire un wargame, je trouve ça petit peu cher pour ce que c'est. Même tout ça, c'est du plateau très fin, c'est du papier, c'est pas du carton. Il y a une version de luxe qui est à 120 €, je pense, 40 € de plus, et on n'a pas grand chose en plus. En fait, on a du bois là-bas pour le matériel, et je pense que ça, c'est un petit peu plus épais. Mais voilà, mon regret, c'est vraiment le prix par rapport à la qualité du matériel. Le visuel me dérange pas, ça ne l'avoir qu'une seule fois et que les gens doivent le prendre pour regarder, ça va pas. Enfin, pour moi, il faut vraiment faire une photocopie, il faut vraiment en avoir à disposition pour chacun, surtout au début. La bonne compréhension des bateaux, de l'impact, tout ça, c'est super compliqué. Mais en fait, j'aime beaucoup le jeu. Le jeu est vraiment très agréable à jouer une fois qu'on y est. On fait des choses et on n'est pas limité, on a un plan de jeu, il évolue, l'argent, la négociation, tout ça, c'est vraiment très chouette. On est pour moi au même niveau que d'un Pax Renaissance dans l'apprentissage, mais il a un petit peu plus de possibilités de revenir et de changer les choses qu'un Pax Renaissance. Parfois, ça devient difficile de casser des alliances, casser une voie qu'un joueur a. On est parfois un petit peu plus vite bloqué. Mais voilà, ici c'est un petit peu différent. Ceci c'est une très bonne idée, cette gestion-ci est vraiment très agréable. Et le fait de se développer et de pouvoir faire des trucs ou un autre truc, c'est vraiment très chouette. Dès qu'on a mis plein de missions, quand on est dans une profession, on pioche directement 3 cartes, ben c'est balèze parce que derrière on va faire beaucoup d'actions, surtout si on a développé ceci. Et si vous voulez empêcher que les gens fassent beaucoup d'actions, fassent beaucoup de cartes, il faut descendre le mercantilisme. Mais si vous descendez le mercantilisme, vous prenez un risque. Le tax révolte ici pour le colon, ce sera beaucoup plus facile. Et du coup, vous avez envie d'augmenter ceci pour l'empêcher. Et en l'augmentant, effectivement, c'est facile. Mais ceux qui ont bien développé leur plateau, ils feront plus d'actions. Cet équilibre-là est vraiment très chouette. C'est vraiment un jeu très agréable. Que en anglais, je n'ai pas entendu une version française qui est annoncée ici. Si jamais c'était le cas, j'espère juste qu'à ce prix-là, ils feront un matériel de meilleure qualité, meilleure épaisseur dès le départ. Mais voilà, une fois que vous êtes passé outre et que vous avez réussi à former une bande de personnes, on peut quand même jouer jusqu'à 5 joueurs, donc c'est pas rien du tout, avec beaucoup d'interactions. Voilà, ça prendra un certain temps, c'est vrai, même si dans les premières parties, vous jouez à 3 joueurs et vous savez que ça va se terminer ainsi, en 1h15 c'est fini, 1h15, 1h30 c'est terminé, ça va assez vite parce que les actions sont très simples. Quand on connaît toutes les actions possibles, en fait ça ne prend pas une plombe. Les achats de cartes c'est un petit peu tendu parce qu'on va essayer de négocier et tout ça, mais le fait de les jouer, chacun joue ses cartes, ça se passe très bien. Le bateau, s'il n'y a pas trop de trucs à faire, pas trop d'interceptions, ça se passe très bien. Il faut juste prendre le temps chaque fois de dire qu'on se déplace pour montrer où est-ce qu'on va. Voilà. C'est une réédition d'un autre jeu de Feleklund qui était encore moins connu, qui était un petit peu plus simple. Il a complexifié la chose, tant bien. Mais très agréable. Moi, j'aime beaucoup ce jeu aussi. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que grâce à ça, vous allez pouvoir lire et comprendre enfin les règles du jeu. Si j'ai oublié un petit détail, vous n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire et on fera comme d'habitude un petit tips au-dessus pour le préciser. Mais maintenant, si vous avez apprécié cette vidéo, tout ce travail ici, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé. Pensez à vous abonner et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!